C'est un honneur et un plaisir à la fois d'être invité à cette grande émission. Je reste avec vous, Adamo Koupit, pour évoquer ce premier sujet concernant les émeutes de San Mellima, avec la sortie du ministre de l'administration territoriale qui est descendu sur le terrain à la suite des instructions du président de la République. Il a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'une violence intertribale, mais d'un crime qui a été commis à la suite d'un problème familial. On l'a vu organiser un repas du vivre ensemble avec les différentes communautés installées à San Mellima, également prôner la paix, le vivre ensemble, distribuer des bombes de carburant aux conducteurs de moto afin de les rassurer sur la volonté du chef de l'État à trouver des solutions et des dédommagements aux commerçants sinistrés. Comment appréciez-vous cette sortie de ce membre du gouvernement? Il faut que les Camerounais comprennent qu'on a un gouvernement qui joue lorsque les vies humaines sont en jeu, qui ne prend pas toujours très au sérieux les préoccupations fondamentales des citoyens. Dit que ce qui s'est passé à San Mellima n'est pas une crise interethnique, c'est véritablement faire preuve d'un mensonge public à ciel ouvert. Parce que s'il s'agissait d'un problème de famille, on ne se serait pas attaqué à des communautés qu'on accuse là-bas d'être des envahisseurs, des étrangers à l'intérieur du territoire. Si j'ai un problème avec M. Wafo, effectivement, si je suis violent, je peux faire la violence sur M. Wafo. Si je traverse M. Wafo pour s'attaquer à tous les originaires de la tribu de M. Wafo, il ne s'agit plus d'un problème de famille. Vous comprenez? Donc ce qui s'est passé à San Mellima que nous avons vu de nos propres yeux, parce qu'il faut le dire, le président national de l'Union démocratique du Cameroun, le docteur Adamo Ndamjoya, était déjà écœuré en écoutant et en entendant pour la énième fois. Parce qu'il faut le rappeler, ce n'est pas la première fois que dans le sud, les Camerounais originaires d'autres régions sont ainsi violentés, pourchassés comme des malpropres dans leur pays. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 1992 au lendemain de l'élection présidentielle. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 2004 au lendemain de l'élection présidentielle. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 2013 au lendemain des élections municipales et législatives. Vous vous rappelez de ci, de ça. Vous vous rappelez de ce discours que beaucoup d'élites originaires de cette région tiennent souvent officiellement et qui sont des discours qui portent atteinte aux valeurs de l'unité nationale et du vivre ensemble et de l'intégration nationale. Donc nous y sommes allés et le président, quand il avait été écœuré parce qu'il entendait de là, il a été davantage époustouflé lorsqu'il a vu dimanche matin l'arrivée de la première vague, près de 300 jeunes, près de 300 personnes qui sont partis de là et arrivés à Fumban tout en larmes parce qu'ils sont chassés avec ce qu'ils avaient encore comme reste de leurs biens qu'ils ont pu, matelas ou autres. Donc il a décidé d'envoyer une commission sur place pour voir en réalité qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qu'on a pris comme mesure, qu'est-ce que l'UDC peut apporter comme contribution pour consolider davantage le vivre ensemble et l'unité nationale. Nous y sommes allés et donc quand il a pris cette décision, il faut la délégation de 10 personnes conduite par l'honorable Patricia Tomaino Ndamjoya et les autres députés et les maires. On a annoncé sur votre plateau, en fait, dans cette chaîne de télévision qui est la grande chaîne regardée, lundi, le responsable, le secrétaire national de la communication l'a annoncé officiellement et nous avons préparé la descente. Le 17, on s'y retrouve et c'est à ce moment-là que nous nous apprêtons à dérouler notre programme qui consistait à rencontrer les autorités administratives traditionnelles, les chefs de communauté et les sinistrés, qu'on nous a fait savoir que tout ce monde était mobilisé pour attendre le ministre de l'administration territoriale qui devait arriver à 9h30. Alors du coup, notre programme devrait s'intégrer dans cela. Et nous sommes allés, on a attendu, le ministre est arrivé. Il y a eu une réunion à laquelle nous avons pris part, parce qu'à la préfecture, on nous a fait savoir qu'il fallait qu'on soit là pour rencontrer tout le monde. Nous avons donc pris part à la réunion, et la réunion était tout simplement un monologue de près de 45 minutes du ministre, qui est venu sermonner les gens, qui n'a pas donné la parole aux sinistrés. Il a sermonné qui, le ministre? Non, mais écoutez, il est venu faire comprendre aux gens que le président de la République est l'architecte du vivre ensemble, et que sa première visite était à Bamenda le 9 février, et que pour créer le RDPC, il était à Bamenda, et que pour faire le comice agro-pastoral en 2014, il était à Bamenda, ainsi de suite. Donc,
le vivre ensemble, c'est sa préoccupation et que les gens doivent être ensemble pour faire la paix et tout. Et puis après, il faudrait aller prendre un repas écuménique où les Bamoun auraient préparé le couscous japche et la population locale les pommes sans sel pour manger. Et pour lui, ça voudrait dire qu'on aura fumé le calumet de la paix. Mais nous, on serait attendus. Parce que lorsqu'il y a une crise, on doit pouvoir faire une évaluation profonde et comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ces problèmes répétitifs. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce comportement? Qui sont les responsables? Comment est-ce qu'on en est arrivé à un pillage systématique pendant 2 jours, à ciel ouvert, sans que les gens ne puissent être inquiétés, interpellés, sans que les victimes ne soient suffisamment protégées? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait problème? Et on n'a pas fait ça. Puis, après le manger, on est allé donner le bon de 3000 francs de carburant à chaque moto pour commencer à faire ce travail. Donc nous, on a fait ce qu'on était allé faire, c'est-à-dire visiter les sinistrés boutique par boutique, écouter les concernés pour qu'ils nous décrivent ce qui s'est passé de fond en comble. Et puis à la fin, nous avons tenu une réunion où on a apporté notre message de paix, message de consolidation de l'unité nationale et du vivre ensemble, le message de soutien moral et un peu financier, parce qu'on a apporté un appui à ces gens-là. Vous savez que ce sont des commerçants, ce sont des transporteurs. Lorsqu'on a vandalisé, dépouillé leur commerce, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un moyen de trouver de quoi donner de l'eau à boire aux enfants. Justement, la première chose, c'est de donner cette assistance-là, et nous l'avons fait, et nous n'avons pas, on était un peu déçus de comprendre que de ne pas voir le ministre prendre solennellement au cours de cette réunion l'engagement présidentiel de dédommager les sinistrés. Et nous insistons sur cela. Notre chef de délégation a insisté beaucoup sur cela parce qu'il s'agit du business. Le temps qu'ils perdent sont de l'argent. Il faut qu'on les dédommage le plus rapidement possible et dans la transparence. Votre position a été bien comprise. J'aimerais également avoir la réaction de l'honorable Marlise Doualabel. Lorsque vous suivez cette attitude du ministre de l'administration territoriale qui dit être descendu sur le terrain au nom du président de la République pour prôner le vivre ensemble et les appréhensions de l'UDC quant au problème de fond qui a été soigneusement évité selon l'UDC durant cette rencontre entre ce membre du gouvernement et les populations locales. Comment vous réagissez? Nous sommes dans un environnement électrique, hyper sensible. Et si l'UDC pense que c'est le RDPC qui implémente le repli identitaire et cautionne les affrontements intertribaux, je pense qu'il faut qu'ils revoient leur position parce que tout le monde est responsable, à commencer par les leaders politiques et certains leaders politiques de l'opposition qui ont porté l'ethnie au sommet comme instrument n'était pas anodin. Et l'origine ne passe pas par un concours. Je pense qu'il a créé une situation spéciale qu'on n'avait jamais vue. On murmurait les choses au quartier. Mais cet incident a démontré, c'est un acte manqué. Parce que je pense que s'il devait recommencer, il allait soigneusement cacher cette attitude. Est-ce que vous faites fi des événements que viennent de relater Adamo Koupit concernant les violences observées en 92, en 2004 et lors des élections législatives en 2013 dans les mêmes localités où certaines communautés étaient ciblées? Je pense que chaque fois qu'il y a eu des événements importants comme les élections, et notamment l'élection présidentielle, ça suscite justement ce climat qui est un climat, j'allais dire, propice aux affrontements, propice à l'exagération des positions. Il y a eu une situation qui au départ est une situation privée. Elle était purement privée. Il y a eu un conflit entre des personnes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en est suivi une vendetta. Mais la vendetta n'existe pas qu'au Cameroun. Elle existe dans tous les pays et dans certains pays, surtout chez les Italiens, les Corses, etc. Là où les gens ont le sang chaud. C'est très répétitif. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la revendication
de l'identité devient comme un instrument qui permet de protéger. Donc quand ce genre de choses arrive, moi je ne voudrais pas qu'on aille vite en besogne, pour essayer de trouver le bouc émissaire, de trouver le responsable. Non, nous devons nous asseoir tous ensemble. Quand l'UDC est parti, il a rendu visite à tous les boutiquiers, à tous les transporteurs. Il a rendu visite aux chefs de famille de l'autre côté. Ben effectivement. Bon, alors il fallait le dire. Il ne fallait pas commencer par mettre en avant le souci que vous avez eu de rencontrer ceux qui ont été sinistrés parce qu'ils sont vos frères. Non. Parce qu'il faut... Attendez. Moi, je pense même que quand vous faites le procès à monsieur le ministre de l'AT, vous lui faites le procès d'avoir tenu un monologue. Je pense que lui, il est venu pour délivrer un message. Parce que ce n'est pas dans ce type de cadre qu'on discute des affaires aussi graves. Vous imaginez une salle qui a je ne sais pas combien de personnes, on commence à discuter et à vouloir entendre tout le monde, on va s'en sortir? On ne va pas s'en sortir. Je pense que ça prenait un cadre différent, mais pas celui-là. Donc vous avez eu une attente qui n'était pas opportune. Et c'est pour ça que vous avez été déçus. Parce que lui, il est venu porter un message, le message du président de la République. Il n'est pas venu faire un procès de ce qui s'est passé à San Milima. J'en ai terminé. Sur le regard du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il y a eu un communiqué cette semaine du secrétaire général du comité central du RDPC qui n'a pas fait mention des émeutes de San Milima. Pourtant, ces événements ont suscité une réaction de l'opinion nationale. Comment expliquer cette attitude? Je pense que pour lui, c'est une question qui est en cours de traitement. C'est une situation qui est en cours d'encadrement. Et il ne faut pas amplifier plus qu'il ne fallait. Vous vous rappelez, dans les années 90, il y a eu un événement similaire du côté de Daïdo. Les Bensikineurs qui ont violé un cortège de deuil. Et ça a créé une réaction barbare, entre guillemets, des personnes qui étaient dans le cortège, et ça a failli dégénérer. Vous ne vous rappelez pas de cet incident? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens vivent ensemble, il faut que des codes soient établis et soient respectés. Parce qu'on a beau dire, quand ce n'est pas organisé, quand ce n'est pas structuré, quand ce n'est pas pris en charge, du coup, ça peut dégénérer et donner n'importe quoi. Donc, à mon avis, ce qui s'est passé à San Milima, c'est un événement extrêmement malheureux, mais qui nous met le doigt dans la plaie, à nous tous. Ça nous met le doigt dans la plaie et ne traitons pas ça comme s'il s'agissait juste d'une attitude de rejet d'une communauté qui en rejette une autre. Non. Allons plus loin, chercher les causes de ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on peut prévenir cela pour que dans l'avenir, on ne vive plus les mêmes incidents malheureux et regrettables. Après vous, j'aimerais avoir la réaction de Jean-Robert Wafo du SDF sur ces événements survenus à San Milima et cette sortie du ministre de l'administration territoriale qui est allé organiser un repas du Vivre Ensemble et distribuer également des bons de carburant, appelant les différentes communautés à leur rappeler que le chef de l'État est l'apôtre de la paix et qu'ils doivent s'inscrire dans cette logique. On ne résout pas un problème en ressassant les discours de son créateur. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce que M. Atangandi a posé comme acte là-bas participe de la théâtralisation. Parce qu'il y a un problème de fond. Le problème de fond, il faut le dire ici, c'est le repli identitaire. Et tout républicain est pris d'un sens élevé, n'est-ce pas, du bien-être de la population dans l'ensemble, ne peut que condamner les différents replis identitaires. M. Koupit Adamou a fait état, il a fait des références. La référence en date, la dernière en date, je crois que c'était en février 2008, quand il y a eu ces émeutes. On a vu des ministres de la République à Yaoundé, le pas de l'ancien ministre de la Santé, M. André Mamafouda, demander aux halogènes, entre guillemets, de rentrer chez eux. On se serait attendu qu'il y ait une sanction exemplaire venant, n'est-ce pas, du sommet de l'État. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, le gouvernement qui s'en est suivi, je veux dire le remaniement qui s'en est suivi, l'a conforté à son poste. Donc je veux dire que
il n'est de doute pour personne que le régime actuel a mis 37 ans parce que à un moment donné, je veux dire de temps à autre, il a instrumentalisé le repli identitaire. Il faut que ce soit clair. Ce régime se nourrit de cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, les choses ne sont plus comme avant. C'est la raison pour laquelle je souscris, n'est-ce pas, à cette interpellation du député Jean-Michel Nithieu, qui a dit « Sans Milima parle à M. Biya ». Oui. On ne saurait tromper les gens tous les jours. En quoi est-ce que ces événements parlent au chef de l'État? Oui, ces événements parlent au chef de l'État parce qu'il a toujours considéré que, du moins ses proches et lui, que le Sud était ce que un de ses créatures a appelé le socle granitique du chef de l'État. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit la politique qui est menée là-bas, quel que soit le degré de paupérisation, hein, n'est-ce pas, le peuple va fermer les yeux sur tout ce qu'il y a et va voter pour le frère, entre guillemets. C'est de ça qu'il est question. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, les populations, malheureusement, qui ont été instrumentalisées, ça, il faut le dire, et qui ont toujours été instrumentalisées, ont crié leur ras-le-bol, mais malheureusement de la pire des manières. Parce que ce qui s'est passé à Sans Milima est inacceptable en République. Qu'il y ait des problèmes, encore qu'on a démontré par la suite, que ce problème concernait deux personnes d'une même ethnie, puisque ça a été dit officiellement, mais le simple fait que un incident pareil survient et que directement, n'est-ce pas, on croit que c'est autrui. Je dis c'est révélateur de cette implosion qui est en train de se préparer dans ce pays et dont nul n'a absolument besoin à cette période sensible de la vie de notre nation. Parce que, voyez-vous, il faudrait que les populations de Sans Milima, tout comme les populations des autres villes, se rendent compte de quoi? De ce que, en réalité, dans ce pays, il y a deux tribus. Il n'y a que deux tribus. Il y a la tribu des profiteurs, ceux qui ont fait, n'est-ce pas, de la manne financière de l'État, leur mamelle nourricière d'année en année et de dynastie en dynastie. Parce qu'aujourd'hui, on assiste, quand vous regardez, n'est-ce pas, les différents résultats des concours, je n'ai pas dit que les intelligents, il n'y en a pas de ce côté-là, je veux dire du côté de ceux qui nous gouvernent, il y en a et donc également. Mais on a comme impression qu'on assiste, n'est-ce pas, à une dévolution du pouvoir administratif et politique de manière dynastique. Parce que ces populations qui vont là, qui ont manifesté là, en fait, ils criaient leur ras-le-bol. Et quand le ministre Atan Gandhi vient donc distribuer, vous avez parlé de quoi? Des bons de carburant distribués aux jeunes conducteurs. C'est une insulte qui fait à leur égard. Et j'interpelle les populations, n'est-ce pas, pas seulement de Sans Milima, parce qu'on parle donc de Sans Milima, à infliger la punition adéquate à ceux qui les instrumentalisent, qui les ont instrumentalisés durant longtemps. Et cette punition, c'est quoi? C'est de les sanctionner aux futures élections, de prendre leur destin en main. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils doivent savoir que la population est généralisée au Cameroun. Et moi, je suis contre ceux qui utilisent la tribu pour pouvoir, donc, à des fins politiques ou politiciennes. Je suis contre cela. Tout à fait. Parce que je suis fortement, je veux dire viscéralement, attaché aux valeurs de la République, qui commande l'égalité, qui commande, n'est-ce pas, la fraternité, qui commande le vivre ensemble. Mais j'ai comme impression que pour M. Atan Gandhi, le vivre ensemble, c'est uniquement le manger ensemble à un moment donné. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et puis, je vais chuter donc en disant ceci. Mais je me serais attendu, plutôt que ce soit tout au moins le Premier ministre, qui descende sur le terrain. Parce que, voyez-vous, je n'ai rien contre M. Atan Gandhi, lui, personnellement, mais la gestion des différentes crises qu'il a eu à afficher le disqualifie pour venir calmer qui que ce soit dans ce pays. Il faut le dire aux Camerounais. Je répète, le président de la République est libre de le maintenir là-bas. Mais je dis, quand il y a des crises, il vaut mieux prendre des gens plus consensuels, des gens qui ont un sens élevé, n'est-ce pas, de la notion de l'État, et pas des gens qui viennent avec des solutions réductrices, parcellaires, superficielle et aérienne, ça ne peut pas fonctionner. Après vous, Jean-Robert Wafo, Edmond Kamdia, quels sont les problèmes de fond qui émergent de ces événements survenus à Sans Milima? On peut le voir sur ce plateau, la récurrence des faits qui surviennent pratiquement dans les mêmes contextes sociopolitiques et notamment dans les périodes d'élection.
régulièrement les élections présidentielles. On l'a vu depuis le 11 octobre 1992. On l'a vu à l'élection présidentielle d'octobre 2004. On l'a vu à l'élection présidentielle de 2018, qui continue jusqu'à ce jour. On a vu, et M. Koupid l'a rappelé, aux élections législatives de 2013, pratiquement dans les mêmes régions, pratiquement les mêmes localités. Saint-Mélima, quand c'est pas Saint-Mélima, c'est Bolova, c'est Kiossi, c'est Ambam. Et pour l'essentiel, Saint-Mélima est réputée, est coutumière du fait, parce que c'est plusieurs fois que ça s'est déroulé à Saint-Mélima. Donc la récurrence des faits dans le même contexte montre à suffisance que les autorités n'ont pas pris la pleine mesure des problèmes de fond qui se posent dans ces différentes communautés et qui par hasard sont toujours les mêmes, c'est-à-dire dans le sud profond, dans les régions où le chef de l'État généralement a presque ou toujours 100% de voix. On peut se poser des questions. Est-ce que finalement ce sont ces populations qui, on l'a vu, ont pratiqué ce que j'appellerais les émeutes de la faim? Parce que on les a vus courir dans les alimentations, manger, attraper des cartons de sardines, pimentés ou non pimentés, des paquets de biscuits, des jus. Mais ils étaient focalisés sur ce qu'on appelle l'alimentation dans tous les magasins. Ils n'ont pas touché les sacs de ciment, tout ce qui concerne la quincaillerie. Ils s'attaquaient à la nourriture. Mais on peut se demander, est-ce que ce sont eux qui votent depuis 92? Ce sont eux qui votent le chef de l'État, président national du RDPC, et qui s'acharnent ainsi sur les biens des commerçants Bamileke, des commerçants Bamoun, des commerçants Aoussa et autres. Je tiens et j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas bâtir une nation dans la discrimination. On ne peut pas bâtir une nation dans la stigmatisation, dans l'indifférence et la passivité, j'ajouterais complice des autorités publiques. Parce qu'on a vu en Saint-Mélima les autorités de police et gendarmerie qui étaient présentes n'ont pas empêché la casse. Au contraire, on a le sentiment qu'ils ont encadré la casse. Parce qu'à aucun moment, ils n'ont empêché ces personnes de partir de la boutique vers les lieux de domicile et autres. Ils n'ont pas pu rattraper ces marchandises. Deux, ils n'ont pu interpeller personne jusqu'à ce jour. On n'imagine pas que si ces mêmes faits s'étaient déroulés dans d'autres localités du pays, notamment à l'ouest, au littoral ou ailleurs, que les forces de police ou gendarmerie soient restées et garder le même comportement. On se serait attendu à la répression qu'on a vue, notamment dans le contexte que tout le monde sait, où quand l'opposition demande à manifester pacifiquement, ils sont systématiquement réprimés. On les accuse de tout, d'insurrection, d'émeutes. Mais on a vu en direct les meutes. On a vu, puisqu'ils avaient des gourdins, ils avaient des haches, ils avaient des machettes. Et les forces de l'ordre les ont vus, mais n'ont rien fait. Deux poids, deux mesures. Dans une même république, dans un même état de droit. Parmi je ne vais pas rentrer dans les leçons, mais sur ce que vous appelez des choses qu'on peut retenir en profondeur, c'est que les autorités ne se comportent pas comme si on pratiquait le même droit, la même justice dans toutes les régions du pays. Et je rappelle à dessein un ancien gouverneur qui a été préfet dans l'une des régions du Sud, Abaka Ahmad, auteur d'un ouvrage à succès, qui a été interviewé d'ailleurs. Ça circule sur les réseaux sociaux, une vidéo forte où Abaka Ahmad rappelle des faits symboliques forts qu'il a vécu dans le sud du pays en 92, où on s'attaquait déjà en sa présence, il était préfet, au bien des commerçants Bamileke et Bamoun et Aoussa. Il a dit, mais ça suffit, il ne peut pas laisser faire ça. Il a envoyé les forces de l'ordre pour empêcher cela, mais des autorités de la région et même supérieurs à lui lui ont dit, monsieur, arrêtez votre manège. Vous croyez où? Je le dis sous son contrôle, il est encore vivant. Il l'a rédigé, il a même dit dans son livre. On lui a dit, une autorité lui a dit, monsieur, on ne gouverne pas les boulous comme on gouverne les bassins et les fourbés. On lui a dit, fin de citation. Oui. C'est pour vous dire que les faits sont profonds et graves. C'est vrai. Et nécessitent un médicament, une thérapie profonde. Mais si c'est ces mêmes gouvernants qui ont pu permettre depuis 92 que ce pays soit géré de cette façon, cela signifie que le mal est plus grave. Il y a péril en la demeure. Après votre analyse, Serge Espoir Matomba, sur
ces problèmes de fond qui sont en train d'être posés concernant la question du tribalisme instrumentalisé après un meurtre qui a été commis dans le cadre des règlements de compte dans une même famille et qui a dégénéré à la surprise générale en des attaques ciblées contre des commerçants et opérateurs économiques installés dans le département du Dja-et-Lobok, précisément à San Melima. Quel est votre point de vue sur ce problème de fond qui est posé ici? Vous savez, je suis, n'est-ce pas, conforté à l'idée de savoir que ce qui est nécessaire pour le Cameroun, c'est une refondation du système éducatif. Parce que nous allons tirer le problème du côté tribal, nous allons le tirer du côté communautaire, nous allons le tirer sur tous les plans. Il reste et demeure que pour détruire un pays, il faut détruire son système éducatif. Dès que vous avez détruit son système éducatif, vous aurez le type de citoyen que nous avons aujourd'hui au Cameroun. Parce que on veut bien comprendre que ce sont des faits qui se sont déroulés, qui se déroulent généralement depuis 92 et même bien avant. Parce qu'il faut le dire, le cas de San Melima n'est pas singulier. On a vécu il y a quelques années encore, soit 2 ans ou 3 ans, à Fumban, il y a une rumeur qui a couru comme quoi le proviseur avait été tué parce qu'il venait d'une autre région. Donc il y a eu aussi dans d'autres villes du Cameroun et même à l'étranger, quand vous voyez le cas de l'Afrique du Sud, et vous vous posez des questions. Est-ce que le problème ne serait pas ailleurs? Parce que l'échec que nous avons, et c'est pour cette raison que j'ai une crainte pour le Cameroun de demain. J'ai une crainte, même si je suis optimiste. Parce que qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Sommes-nous en train de construire une nation qui voudrait se développer véritablement avec tous ses fils et filles? Ou alors sommes-nous en train de partitionner une nation en petites communautés? Parce qu'il s'agit de cela dans le fond. Parce que quand on veut prendre les cas et les évoquer avec des exemples qui sont d'ailleurs poignants, on se rend compte qu'en réalité, notre problème est plus profond. Edmond le disait tout à l'heure, mais il y a péril en la demeure. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'entretenir ce qui est en train de se passer, d'alimenter ce qui est en train de se passer, d'encourager même ce qui est en train de se passer? Parce que le vrai problème doit être résolu à la source. Et pour moi, jusqu'à preuve de contraire, la source, c'est l'éducation. J'ai été à San Melima au lendemain de ces événements. J'ai discuté, je suis arrivé justement au moment où le préfet et le gouverneur tenaient la réunion avec les élites de la localité. J'ai pris part à quelques minutes de cette réunion, je suis descendu dans les marchés, j'ai discuté avec ces commerçants qui ont, ma foi, subi, n'est-ce pas, la foudre des personnes qui se sont levées contre eux. Je suis allé dans les hôpitaux, rencontrer, n'est-ce pas, les malades, les blessés, si vous voulez. J'ai discuté avec ces derniers. J'ai eu mal. Monsieur Noufele, parce que quand vous pouvez comprendre qu'on peut réussir à instrumentaliser une jeunesse et qu'elle se lève, on se pose la question, qu'est-ce que cette jeunesse a dans sa tête? Parce qu'il s'agit de ça. Parce que pour qu'on instrumentalise, ça veut dire qu'il y a un vide quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas construit. Maintenant, ma question est, est-ce que nous ne sommes pas en train d'alimenter cela de plus en plus? Ou alors nous sommes en train d'essayer de recadrer ces jeunes? Parce qu'il faut le dire, ce que moi j'ai pu écouter de ces jeunes, c'est qu'en fait ce sont des jeunes qui se sentent abusés par l'élite. Vous voyez? Qui se sont levés, mais qui ont malheureusement très mal exprimé leur ras-le-bol. Parce qu'il faut le dire, même si on va utiliser l'argument du jeune qui a été tué et puis il y a une rumeur qui a circulé, mais on ne peut pas arriver à ce niveau lorsqu'on est construit. Parce que la première chose qu'un bon citoyen fait, c'est de protéger sa nation, c'est de protéger son quartier, c'est de protéger sa ville. Il ne se laisse pas entraîner et manipuler. Donc il urge donc de repartir dans les fondamentaux, parce qu'il faut redéfinir les nouveaux paradigmes culturels avec lesquels nous devons, n'est-ce pas, vivre, et le vivre ensemble au Cameroun. Donc pour moi, le problème reste dans l'éducation. Si nous ne faisons rien à ce niveau-là, il est clair que ces événements vont se répéter dans 10 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Ce sera au nord, ce sera au sud, à l'est, à l'ouest, dans presque toutes les régions du Cameroun. Et nous vivons la même chose. Nous n'avons qu'à constater la montée du repli identitaire au Cameroun. Ceci est dû à quoi? Est-ce qu'un Camerounais né pour détester son frère
l'amour du prochain, le vivre ensemble que nous prenons tous, que nous prenons, est-ce que nous le vivons réellement? Comment est-ce qu'on le définit, ce vivre ensemble? Qu'est-ce que la loi dit pour protéger le citoyen camerounais? Pas l'autochtone ou l'allogène. Le citoyen. Donc je pense qu'il urge pour nous, n'est-ce pas, de revoir notre feuille de route. Serge Espoir Matomba, vous évoquez, je vous en prie Jean-Robert, vous permettrez d'abord à Marlis Dolabel de pouvoir réagir. Vous évoquez, Serge Espoir Matomba, des propos d'une instrumentalisation de la jeunesse par certaines élites dans le département de Djaïlabor, où ce sont essentiellement des élites RDPC, honorables députés. Des problèmes de fond exprimés alors que des jeunes qui ont choisi d'aller casser des boutiques pour exprimer leur ras-le-bol quant à des préoccupations sociales qui sont loin d'être prises en compte jusqu'aujourd'hui. Comment expliquer ça? Nous avons donné le ton. Les Camerounais ont donné le ton. Les seigneurs que nous sommes ont donné le ton. Toute notre jeunesse est organisée en ressortissants de X, en ressortissants de Y. Toutes ces associations-là existent et existent partout. Et dans tous les partis politiques, vous verrez que le socle du parti est tribal. Mais pas au plus, ça. Le socle du RDPC le socle est multitribal. Oui, c'est ça la différence. Mais si vous pouvez expliquer ce concept de multitribalité dont vous venez de je vais d'abord commencer par vous expliquer. Non, mais c'est pas sur un parti administratif, c'est tout. Donc, excusez-moi. Donc c'est normal que monsieur le ministre du cabinet du Shadow. Excusez-moi. Laissez-moi, c'est moi qui avais la parole. Vous êtes un peu de galanterie, monsieur. Qu'est-ce qu'il Honorable député Marlis Dolabel. Quand tu entends qui s'est déplacé à l'UDC pour le nom, tu as entendu combien de noms qui viennent d'ailleurs? Attention, hein. Faut faire attention parce que si nous ne voulons pas adresser ce problème de manière sérieuse et que nous voulons attraper des arguments faciles, parce que ça nous permet d'instrumentaliser la nation camerounaise, faisons très attention. Parce que ce que nous vivons à Saint-Mélima, peut être vécu partout ailleurs. Je dis bien partout ailleurs. Et je dis n'amplifions pas trop. Parce qu'en amplifiant trop, nous risquons d'en faire un problème insolvable. Mais si ces commerçants qui sont agressés tous les 2 ans ou tous les 3 ans, d'après ce que disent M. Wafo, M. Kambia, ils sont si nombreux, pourquoi là-bas? Ça veut dire qu'ils arrivent quand même à s'insérer, à vivre, à s'assimiler. Autrement, ils ne seraient pas si nombreux. Si le spectre du rejet était si fort, ils ne s'y implanteraient pas. Si les lois du Cameroun ne leur donnaient pas la possibilité d'être propriétaires sur toute l'étendue du territoire, ils ne seraient pas propriétaires à Saint-Mélima. Ils ne feraient pas de business à Saint-Mélima. Donc je pense qu'un certain nombre de choses ont déjà été faites pour faciliter la rencontre de nos différents peuples. Mais en attendant, ce sont des peuples. Et tous les jours, ils s'expriment de cette façon-là. Je vous dis tous les jours, tous les leaders, quel que soit leur bord, sont d'abord conscients qu'ils sont des ressortissants d'eux. Et quand M. Matomba parlait de l'éducation, mais commençons par casser ça. Qu'on dise que désormais les associations autorisées, c'est les anciens du collège Liberman, c'est les anciens du collège du lycée Sultan Ibrahim Djoya de Fumban. Même si on va y retrouver 80% de Bamoun, mais le simple fait que l'identifiant soit un lieu de vie de la jeunesse camerounaise, c'est-à-dire un lycée, ça change tout. Mais si on est les ressortissants de Bonabé Combo, les ressortissants de Baham, les ressortissants... Mais vous voulez que ces jeunes grandissent comment? Ils grandissent avec, dans leur tête, que ce qui compte en premier, c'est leur localité d'origine. Et que faut-il faire de ces élites de votre parti au pouvoir, qui sont des ministres, qui sont des directeurs d'entreprises publiques, et qui surfent sur cette vie identitaire, ceux qui ne peuvent pas répondre aux préoccupations que ces jeunes ont véritablement posées? Ceux qui surfent sur le repli identitaire ont tort. Ils ont tort comme les quincaillers qui surfent
sur le repli identitaire. Quand vous entrez dans n'importe quel quincaillerie, s'il y a 100 personnes qui y travaillent, 95 sont d'une ethnie, et pas, même d'un village, même pas d'une ethnie, d'un village. Donc, faisons tous attention parce que nous ne sommes pas en train d'œuvrer. Les discours que nous déclamons à gauche et à droite pour dire combien nous sommes républicains. C'est quoi une république? Une république, c'est un lieu de vie qu'on définit en fonction des réalités qui sont les siennes. Vous ne pouvez pas faire une république qui a un socle virtuel. La république, pour qu'elle soit efficace et qu'elle nous permette d'aller de l'avant, il faut qu'elle soit d'abord réaliste, c'est-à-dire qu'elle travaille sur le réel, et maintenant qu'elle se projette sur j'allais dire l'idéal, qui est notre idéal. Moi, je suis aussi républicaine, mais je souffre, excusez-moi de vous le dire, sur ce plateau, je souffre de savoir que le fait que je sois minoritaire est un handicap. Et on va reconnaître tous les autres handicaps, on ne va pas reconnaître celui-là. Les malentendants sont reconnus, comment on appelle ça, les aveugles sont reconnus, mais on ne reconnaîtra pas la minorité comme ayant la possibilité de participer à l'édification de la nation et d'être autour de la table Cameroun quand il faut parler de la table Cameroun. Est-ce que vous trouvez normal que quand on dresse une liste du Vouri qui doit aller dans le grand débat national, qu'il n'y ait qu'une seule femme et que cette femme ne soit pas du Vouri, à quel moment donc le Vouri va se retrouver autour de la table? Puisque la personne qui va aller représenter le Vouri, n'étant pas du Vouri, ne connaissant même pas les aspirations profondes. À qui la faute? Attendez, je n'ai pas dit qu'il y a une faute. Non, à qui la faute? J'ai simplement fait un constat. À qui la faute? J'ai simplement fait un constat. C'est pour cela que je pense que, comme le président de la République nous a tous invités autour de la paix, que nous soyons conscients que ce pays ne se bâtira que si nous faisons attention les uns des autres. Il faut que chacun de nous sache que pour que le Cameroun soit en parfaite cohésion, que le Cameroun soit capable de devenir émergent, il faut qu'il y ait la paix. Le chef de l'État a donné les pouvoirs à certaines personnalités de la République pour mettre en œuvre cette politique du vivre ensemble, pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Camerounais. Au regard de l'analyse que vous venez de faire, est-ce que ceux-là font leur travail pour éviter qu'il y ait ces dérives de repli identitaire? Les dérives ont été constatées. Et c'est un des grands résultats positifs de ce débat. De nous avoir mis le nez là où il fallait. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ressortent donc des choses qu'on n'attendait pas. Vous savez qu'on nous a toujours voulu, nous les minoritaires, les autochtones minoritaires. Parce que vous êtes tous autochtones. Chacun chez lui, n'est-ce pas? Mais vous avez la chance d'être majoritaire. Il va falloir voir cette notion d'autochtonie-là. Oui, il faut la voir quand tu seras au pouvoir, mon cher. Non. Tu fais comme c'est constitutionnel, ça existe, on n'abuse pas. Qui est autochtone? Toi, tu es autochtone d'où? Vous êtes autochtone d'où? Non, vous en prie, mais tu es autochtone d'où? Dans les yeux, qui est autochtone à Douala? C'est toi, Wafo. On va rester sur le débat de fond. Faisons attention de ce genre de débat. Votre position est bien comprise. Mais j'aimerais que Adamo Koupit puisse également s'exprimer au regard des prises de position et l'attitude de l'honorable député Marlise Dolabel du RDPC concernant l'attitude à la fois des leaders politiques qui tous, selon elle, surfent sur ce tribalisme pour pouvoir faire avancer leurs idéaux politiques. Elle l'appelle également à pouvoir faire preuve de retenue concernant ce problème. Quel est votre point de vue? Je voudrais d'abord dire que j'ai beaucoup de respect, d'abord en tant que femme, et ensuite en tant qu'élu de la nation, à l'égard de Madame la députée Douala-Bel. Et je suis quand même déçu de constater qu'elle n'arrive pas à être à la hauteur de son intelligence pour comprendre que la vérité est vérité partout, même si ça touche mal sa famille politique. On a voulu prendre le repère du discours tribaliste, ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. On oublie que
avant ces élections de 80, il y a eu 92, au lendemain des premières élections présidentielles, où un gouverneur de la région du Sud, tient un discours officiel à l'occasion de l'installation des préfets et dit qu'on ne gouverne pas les Boulous comme on gouverne les Bayas, les Bassars. Et c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il a dit les Boulous. En quoi le Boulou est plus citoyen qu'en Ce n'est pas vrai. Il a cité le Bouyou, il a cité le Baya, il a cité. Vous trouvez ça normal? Oui, non, mais toi, Oui, je vous en prie. Je veux la parole. Chacun il faut dire que cherche à protéger ses intérêts. en réalité, dans Les le intérêts ne sont discours pas liés. politique, public, où on entend des gens qui prononcent des choses qui sont absolument à l'encontre de l'unité nationale et du vivre ensemble. C'est généralement l'élite du RDPC. C'est que ça. Généralement l'élite du RDPC. Il y a 4 Et je députés vais à dire, l'Assemblée nationale. les lignes sont récentes. C'est un hasard. Lorsque la réunion à laquelle Edmond Kandji a fait allusion, et le président Matomba en a parlé, la réunion de vendredi, il y a une élue du RDPC qui a parlé en langue maternelle et qui a directement dit qu'il ne faut plus que les étrangers conduisent les motos à Saint-Mélima et que ça devrait être une affaire exclusive, n'est-ce pas, des autochtones. On n'a nullement entendu un rappel à l'ordre. Et tout ça, ce sont ses camarades. Ils n'ont pas le courage de dire à leurs camarades que le RDPC étant le parti dit au pouvoir, le président de la République étant originaire du Sud, originaire du Ja et Logo, on devait se faire violence, n'est-ce pas, de servir de référence en matière de la défense du principe de l'unité nationale et de vivre ensemble. C'est véritablement écœurant et moi je pense, en tant que citoyen, que c'est un coup grave à l'image du chef de l'État que de voir que c'est son département d'origine qui pose des actes pareils. Et que au-dessous de ces actes, il y a la manipulation, l'instrumentalisation de la jeunesse par l'élite. Et cette élite-là, qui le jour se montre sapeur-pompier, et puis la nuit est véritablement pyromane. Parce que posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que à chaque fois, vous n'entendez pas qu'on ait identifié, interpellé et sanctionné juridiquement les auteurs? En 92, qui est-ce qu'on avait arrêté et emprisonné? En 2013, en 2008, ainsi de suite. Et je suis éclairé que le président Matomba ait voulu faire un parallèle avec le meurtre du proviseur Charles Etundi, paix à son âme, à qui j'adresse une fois de plus les condoléances de notre parti à sa famille. On l'avait fait à l'époque. Donc, qu'on ramène ici une rumeur qui avait été très vite évacuée, puisque le meurtrier du proviseur a été identifié et la procédure judiciaire juguée. Il n'y a pas eu un problème d'origine de ce proviseur, puisqu'il n'est pas le seul proviseur qui soit à la tête des lycées dans le Noun. Il n'y a jamais eu de problème de repli identitaire avec violence dans le Noun. Je vous mets au défi de le comprendre. Ensuite, je dois dire que lorsqu'on parle du principe d'autochtone, en réalité dans le Sud, je parlais ici des violences de 2013 dans la vallée du Ntem. Est-ce que vous savez que le Bamoun à Kiossi n'est pas allogène, il n'est pas allochtone? Vous connaissez l'origine de la création de la ville de Kiossi? Kiossi est né de l'exploitation du conflit frontalier entre le Gabon, la Guinée et le Cameroun, où les militaires gabonais avaient occupé ce territoire, les militaires guinéens avaient occupé ce territoire. Le président Aïjo, à l'époque, a eu 2 fois un plateau de négociation qui avait échoué parce qu'on allait avec les arguments politiques. Puis après, le ministre des Affaires étrangères à l'époque a dit qu'il faut aller sur la table de négociation avec les arguments techniques. Et on a envoyé le docteur Adamou Damjoya en tant que vice-ministre des Affaires étrangères. Il a pu faire une démonstration d'arguments techniques. Et puis le président Bongo a demandé aux militaires gabonais de libérer les lieux. La Guinée également, qui aussi était donc rentrée, restituée au Cameroun. Il fallait maintenant matérialiser l'occupation pour que les problèmes de cette éviction ne se répètent plus. Quand ils sont rentrés, au cours de la séance de travail qu'ils ont eu, Jean Fauchivet personnellement, ils ont proposé qu'on installa, n'est-ce pas, dans cette frontière-là, un peuple neutre. Parce que l'Intoumou, vous allez le retrouver en Guinée, vous allez le retrouver en Bita, les Fans et les Boulous, vous allez le retrouver là-bas. Donc pour matérialiser qu'on était déjà en notre territoire, il fallait qu'un Guinéen qui traverse entende une langue qui n'est pas parlée là-bas.
C'est comme ça que le Bamoun est venu installer, on a trouvé qu'on fallait installer le Bamoun, et le Bamoun a créé ce village-là. C'est pour ça que le chef de village qui aussi est un Bamoun, le chef de village, je ne parle pas ici de chef de communauté, donc on ne peut pas dire, même s'il faut faire le problème d'autochtone, accuser les Bamoun dans le sud, particulièrement dans la vallée du Ndem, comme étant les étrangers. Et quand je le dis, ce n'est pas parce que une communauté ou une autre à Adamo Koupit, oui. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour régler ce problème qui se pose en toile de fond dans le cadre de ces événements survenus à San Mélima? Attendez, j'ai entendu ici dire que c'est la défaillance du système éducatif. D'autres se disent que c'était problème de précarité de vie. Je suis d'accord avec le fait que les Camerounais souffrent. Et le maire Wafo l'a si bien dit. Au Cameroun, il faut que tout le monde comprenne qu'il y a deux tribus. La tribu des hommes bien de là-bas, une minorité qui s'accapare des ressources et de pouvoir au Cameroun, et l'immense majorité des souffreteurs que nous sommes, qui sont laissés pour compte. Les gars souffrent dans le sud, les gars souffrent à l'ouest, à l'est et partout au Cameroun. Et c'est cette tribu-là qui doit se montrer solidaire et faire ce qu'il faut faire pour que les victimes, les bourreaux, ne soient pas traités en sauveurs. Et ça passe par les élections. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre fin au règne de l'impunité. Parce que si on sanctionne, quand on dit que vous portez atteinte aux valeurs de l'unité nationale, ce n'est pas seulement par le fait. Quand vous lisez la Bible ou le Coran, on va vous dire que vous ne péchez pas seulement par le fait, on pêche également par la parole. Donc quand les gens tiennent des discours officiels, qui sont des discours portant atteinte aux fondamentaux de l'unité nationale, il faut que ces auteurs soient interpellés. On a rappelé ici des discours gravissimes. Si le gouvernement était un gouvernement capable et puis responsable, qui sanctionne, on devrait quand même comprendre que tous ces ministres, toutes ces élites qui tiennent des discours de repli identitaire, qui encensent ce genre de comportement, soient interpellés aussitôt. Si on le fait, ça ne se répétera plus. Ensuite, l'autre sanction, c'est que même si vous êtes instrumentalisé, parce que ces jeunes sont instrumentalisés, ils sont instrumentalisés pendant le vote, ils sont instrumentalisés lorsqu'il faut chasser les gens, ainsi de suite. Vous l'avez vu, quand vous voulez, le meurtre s'est passé, on a identifié le meurtre, n'est-ce pas, le 8, mercredi 8, on a découvert le corps. Quelque temps après, on a découvert, identifié l'auteur, le présumé auteur, puisqu'il y a eu soupçon de tentative de vol de moto, qui a été grave identifié. C'est à ce moment-là qu'on a pu trouver le vrai présumé auteur du meurtre. Donc, l'affaire devait s'arrêter le 8. Mais comment comprendre que le jeudi 9, le pillage soit intensifié? Si le problème était qu'il y a eu un meurtre, ça devait s'arrêter le 8. Parce que non seulement on a trouvé l'auteur avec les preuves tangibles, mais également on l'a interpellé et on a ouvert l'enquête. Ça devait s'arrêter. Ça ne s'est pas arrêté, mais c'est jeudi qu'il y a eu amplification des actes de vandalisme et de vol à l'encontre des communautés allochtones. Donc moi je pense que pour mettre un terme à ça, il faut que la gouvernance soit une gouvernance de l'état de droit. Et l'état de droit, c'est un état où la loi existe pour tout le monde. C'est un état où il n'y a pas de citoyens à part entière et des citoyens entièrement à part. Nous ne devons pas continuer à faire croire aux gens du Sud que parce que le président est originaire de là, ils ne peuvent nullement être inquiétés lorsqu'ils vont à l'encontre de la loi. Nous ne devons pas faire comprendre aux gens que, et d'ailleurs, en matière de responsabilité, ça devrait être la région par excellence où l'hospitalité de la population à la base va être soutenue par le comportement exemplaire de l'élite en haut. Or, on voit que les peuples à la base, il n'y a jamais eu de problème de tribalisme entre nous. On a parlé ici des associations à répit identitaire. Vous n'avez jamais entendu qu'une association des originaires de tel est en conflit avec tel ou tel autre. Le problème, c'est le tribalisme d'État au Cameroun. Le problème, c'est cette minorité au pouvoir qui pense que pour pouvoir se maintenir en dépit du mal qu'ils ont causé du fait de la mauvaise gouvernance, il faut maintenant instrumentaliser chacun sa tribu pour l'amener à les soutenir et justifier leur maintien au pouvoir. C'est ça le problème. Et nous, on pense que nous devons faire ce qu'on doit faire.
à savoir dire que la loi est pour tout le monde. Je profite pour saluer mes camarades de l'association Jeunesse Active Scolaire de Cambourin qui sont actuellement en réunion. C'est un avec qui souffre de mon absence parce que je suis... Après vous, Adamo Koupit, Jean-Robert Ouafo, sur ces problèmes de fond qui ont été analysés sur ce plateau, que faut-il faire pour aller vers une résolution de ces problèmes de tribalisme, de cette préoccupation des jeunes qui ont demandé de l'emploi, qui ont demandé de sortir de la misère, qui ont demandé à la fois d'être autonomes financièrement pour pouvoir se prendre en charge, mais qui n'ont pas trouvé des réponses à leurs préoccupations. Que faut-il faire? Il faut une gouvernance exemplaire. Comme celle du SDF. Dans toute la République. Parce que voyez-vous, depuis que ces émeutes ont commencé, je n'ai pas entendu quelque part que le procureur de la République s'est saisi de cette affaire. C'est ça. Pourtant, dans un pays normal qui se respecte, où la séparation des pouvoirs est consacrée, véritablement consacrée dans les faits, le procureur de la République se serait auto-saisi. On n'a pas entendu parler quelque part. C'est un peu comme s'il y avait une pression, je suppose, de ces élites qui, en fait, sont ceux-là qui sont les dépositaires du pouvoir réel. Parce que même ceux qui sont là sur le terrain, et ceux qui sont parfois élus, je n'ai pas dit tous, généralement, c'est des escroissances de ceux qui, de ces élites qui gouvernent depuis Yaoundé. Et puis, il faut également que dans la Constitution, qu'on ait le courage d'enlever les termes comme, et ça je le dis ici clairement, comme autochtone. Il faut enlever ça. On peut parler de minorité, mais on ne parle pas d'autochtone, parce que qui est autochtone au Cameroun? Toi d'abord. En dehors des Pygmées et des Boros, je pense. Oui. Qui d'autre est autochtone? Je prends le cas de Douala. Si on doit regarder un passé récent, ce n'est pas les Douala qui sont autochtones. Et dans les grâces, je vous en prie. Autochtones ou pas? Je vous donne mon temps de parole. Oui. Je vous en prie, Jean-Robert, vous avez la parole. Donc je vais en train de ceci, dans un passé récent, si on regarde l'histoire récente, ce n'est pas les Douala, pour qui j'ai du respect, qui sont les autochtones, c'est les Bassa. Jamais ils n'ont reconnu ici. Donc c'est pour vous dire quoi? Et puis quand vous avez parlé de la liste qui allait au grand... Arrêtez vos abus. Quand vous parlez de la liste qui est dans du littoral qui allait au grand dialogue, vous avez cité des gens. Qu'est-ce qui peut justifier qu'alors que le cardinal Christian Toumi est à Douala depuis des décennies, qu'il ne fasse pas partie de la liste du littoral, qu'est-ce qui peut justifier que le président de la Chambre des commerces, Christophe Eken, qui est du littoral depuis des années, ne soit pas dans cette liste? Mais vous avez voulu faire de cette liste ce que vous avez voulu. Et puis, bon, c'est votre problème. La preuve, c'est quoi? C'est que ce que vous avez voulu faire passer, c'est pas passé. Cette notion d'autonomie. Qui voit, par exemple, j'ai le président Sam Bata, qui est même du littoral, et qui est vice-président de l'UDC, d'un parti qui dispose des députés à l'Assemblée nationale comme vous. Il n'a pas fait partie de cette liste. Pourtant, il est du Honcam. À qui donc la faute? Si vous faites vos listes à tête chercheuse et que ces listes sont en fait établies par qui on sait, c'est votre problème. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que il faudrait que dans ce pays, on se méfie un peu trop de certaines notions. Parce qu'à vouloir, le chef Souk, donc Soukou, lui disait que quand on ne connaît pas la direction de vent, on ne détache pas son sac de piment. Il faut faire trop attention. Parce que les Camerounais observent. Moi, par exemple, je suis un Doualais, originaire de l'Ouest. Quand vous, en tant que député, je vous en prie, quand vous, madame le député, vous vous permettez, je dis vous permettez, de vouloir réduire la République en un fragment de communauté, il faut faire trop attention. Quand je prends le cas du Rwanda, le Rwanda aujourd'hui qui est un pays que tout le monde admire tant, on a supprimé dans les actes d'état civil les termes comme Tutsi ou tout. Ah oui, pourquoi on ne peut pas copier cet exemple? Pourquoi on ne le fait pas? Et moi je dis, il faut faire trop attention. Parce que j'ai dit, je fais cette observation de Jean-Pierre Guinée sans me parle à M. Bia. M. Bia fera de cette fin de règne ce qu'il voudra. Ou il sortira par la grande porte, ou alors par une porte plus honorable, en remettant la République au sens de ses préoccupations, ou il continuera à alimenter, n'est-ce pas, ce qui a jusqu'ici constitué le socle de son maintien, à savoir le tribalisme, la population. Parce que quand on parle
M. Sédic Moufélé. Il y a une fameuse notion de l'équilibre régional. Moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour la méritocratie. Et je suis convaincu, pour avoir fréquenté, n'est-ce pas, moi je suis à Douala 2e, je suis né à Douala 2e, à Casino. Mais j'ai fait Saint-Jean-Bosco, puis bon, Liberman. Les meilleurs de notre génération, c'était pas donc sortaient de partout. Allez voir dans les concours des grandes écoles. Parce que j'ai comme l'impression que l'équilibre régional est en fait un subterfuge pour maintenir la reproduction dynastique de l'élite gouvernante. Parce qu'il y a des intelligents partout. Je dis bien partout. Dans tous les quartiers au Cameroun. Dans les 360 arrondissements. Il y a des génies partout. Même ces génies-là, pour la plupart, sont laissés de côté. Par ces élites-là qui instrumentalisent, qui vont dire équilibre régional. Alors qu'en fait, ils viennent prendre leur propre famille. C'est de ça qu'il est question. Et je sais de quoi je parle. Parce que même à l'université, j'y suis allé. Et je sais de quoi je parle. Donc, s'il y a une méritocratie républicaine, il y aura des gens partout. Je dis bien des gens de partout. Et je dis, une république ne se construit pas avec les identités. Avec des replis identitaires, je veux dire. Parce que quand vous le faites, vous êtes en train de mettre une pression incroyable, n'est-ce pas, sur notre vivre ensemble, qui risque d'exploser. Et si ça explose, je sais bien que quand on a fait 37 ans au pouvoir, et qu'on a les résultats catastrophiques qu'on a, généralement on souhaite que tout s'écroule, parce que quand ça va s'écrouler, on parlera de la reconstruction et on oubliera le bilan. Ça ne se passera pas, ça ne s'écroulera pas, le Cameroun restera. Tous les Camerounais sont vigilants. J'appelle, n'est-ce pas, le départ, ma voix appelle tous les Camerounais à rester vigilants, à ne pas céder à la provocation. Parce que ceux-là qui veulent la provocation, ce sont ceux-là qui veulent que ça explose. Et ils veulent que ça explose pour qu'après, donc pour que l'objectif après qui sera la reconstruction puisse occulter le bilan de leur gestion calamisteuse et désastreuse. Après, Jean-Robert Wafo, j'aimerais également que l'honorable Marlys Douala-Bel puisse donner ses propositions par rapport à ces problèmes qui ont été posés à San-Mélima. Que faut-il faire pour que ce vivre ensemble soit consolidé davantage et qu'il y ait des réponses concrètes aux préoccupations soulevées par ces jeunes Camerounais qui ont reçu des bons de carburant alors qu'ils demandaient des emplois décents, alors qu'ils sollicitaient l'accompagnement des pouvoirs publics pour mener à bien des projets agricoles dans cette partie du Cameroun. Premièrement, encore une fois, j'aime pas la perfidie. On ne peut pas être dans un parti politique et pratiquer du tribalisme à longueur de journée, n'avoir que les élus de son village et donner des leçons à l'ensemble des Camerounais. C'est pas possible. On commence dans son parti politique, comme à l'UDC, d'avoir des élus qui viennent d'ailleurs. Nous voulions que vous soyez la prochaine tête de liste de l'UDC dans le Vori. Nous allons vous investir. C'est vrai ça? Oui, je vous invite. Bon, soyons sérieux. Vous avez véritablement des efforts à faire, puisqu'ils n'ont même pas été capables. Ils citent Sim Sambaka ici comme une référence de l'UDC. Ils en ont fait quoi? On devait faire quoi? C'était important, mais ici vous n'avez pas eu à soutenir Jean-Jacques Ekindi. Laissez-moi. Je dis, est-ce que vous n'avez pas soutenu Jean-Jacques Ekindi ici? Pourquoi ne pas avoir au moins un élu? Un élu qui ne soit pas banni. Je vous Sambaka était à la tête de liste sénatoriale. La seule liste qui arrive dans la tête. La perfidie. On va dépasser. On va dépasser. Une liste qui avait compris que le sénateur représente les Adamo Koupit et qui n'avait que les savoir. Adamo Koupit, je vous en prie. Dépassons ce débat. De la liste de on va le dépasser. Dépassons ce débat sur les communautés. Allons vers le sens de c'est démontrer une sorte de majorité intellectuelle de l'opposition. Adamo Koupit, je vous en prie, respectez le temps de parole, l'honorable Marlys Douala-Bel. Vous avez la parole sur les propositions pour sortir de ce problème. Je suis désolé. Non, elle est en train de faire dans les Nous sommes. Je vous en prie, respectez son point de vue. Nous sommes. Nous sommes 5 autour de ce plateau. Il y a 3 personnes et demie qui pensent la même chose. Donc quand lui il tient son propos et indique que le tribalisme, et d'ailleurs je voulais d'abord qu'il reconnaisse que statistiquement parlant,
Et de manière factuelle, il n'est pas un modèle ni un exemple. On est le modèle. Maintenant, je continue en disant la chose suivante. Je pense que les halogènes qui vivent à San Mélima sont parfaitement chez eux et sont intégrés. La seule différence, c'est que quand ils vont décéder, pour les 90%, on va les ramener chez eux. Vous comprenez? Donc, mais en attendant, s'ils étaient aussi agressés que cela, ils ne seraient pas aussi nombreux et ils ne feraient pas le bon business là où ils sont. Ce qu'il faut encourager maintenant, c'est qu'on mette en place des codes à respecter par les uns et les autres. Le respect de l'autre est une valeur fondamentale dans l'éducation que nous devons donner à nos enfants. Et si ces jeunes ont été instrumentalisés, si ces jeunes sont en colère contre leur élite, pourquoi ils n'agressent pas leurs élites? Moi, je pense qu'ils devraient être conséquents. C'est déjà des gens... Excusez-moi, monsieur Wafo. Non, la réponse est dans votre question. Non, la réponse n'est pas dans ma question. La réponse n'est pas... Ce sont des jeunes gens qui ont déjà dépassé 30 ans, qui ont entre 20... je veux dire, on va même aller jusqu'à 18, jusqu'à 35 ans. Je pense qu'ils sont suffisamment matures pour pouvoir adresser les problèmes qui sont les leurs. Ils n'ont pas besoin d'aller mettre à mal leurs frères et sœurs halogènes qui vivent avec eux dans la paix. Donc ça, c'est une chose que je condamne. Vous savez qu'ils ont une élite vendredi. Mais on eu même les élus, parce qu'ils ont pris conscience. Du SDF. Ils ont pris conscience. Jean-Robert, il faut leur laisser la liberté de s'exprimer. Honorable Marie, je l'appelle à la parole, messieurs. Respectez son temps de parole. Honorable, allez-y. Alors, vous me demandiez quelles sont les solutions profondes. Je pense qu'elles tiennent à, évidemment, je suis d'accord avec M. Matomba, Serge Matomba, à l'éducation. Ne pensez pas qu'avec une baguette magique, on va changer ces choses-là. Parce que c'est la réalité. Nos cultures ont encore une place extrêmement importante dans nos vies quotidiennes. Il n'y a pas encore... La culture camerounaise n'a pas encore dominé les cultures locales et traditionnelles. Non, c'est le contraire. Donc, n'allons pas plus vite que la musique, mais mettons en place des règles qui vont favoriser la cohésion et le vivre ensemble. Lesquelles? Et ces règles-là, c'est par exemple le respect des autochtones minoritaires. C'est important. Parce que si on ne le fait pas, à cause d'un problème bêtement statistique, on peut... Ça existe. Toi, tu es autochtone majoritaire chez toi. Moi, je suis autochtone minoritaire chez moi. Et si tu es gentil, puisque tu es mon demi-frère, tu vas dire, Marlise, ouais, on ne peut quand même pas faire comme ça. Il faut qu'on te protège, il faut que toi aussi tu sois autour de la table. C'est ce que j'attends. Je vous en prie, messieurs. Jean-Robert, je vous en prie. Honorable Marie Delabelle, vous parlez du respect des autochtones minoritaires. Oui. Dans les événements survenus à San Mélima, Voilà. ces commerçants employaient ces jeunes de San Mélima, qui étaient leurs employés, avec qui ils vivaient ensemble. Dans ce cas, quand il y a des investisseurs comme cela, des opérateurs économiques qui viennent faire des affaires, qui permettent de créer des emplois à leur niveau, là où le gouvernement n'a pas réussi à organiser des politiques publiques pour promouvoir l'emploi, que faut-il faire pour protéger ces personnes également? Que proposez-vous pour cela? Mais malheureusement, ça va au-delà de ça. Je vais travailler chez vous simplement parce que je n'ai pas trouvé un emploi ailleurs. Mais quand survient ces problèmes d'identité, c'est pas parce que je suis un boulou qui travaille dans une shop d'un Bamileke que je cesse d'être un boulou. Je gagne un salaire parce que je produis du travail. Et c'est ce travail qui est rémunéré. Mais ça ne me débaptise pas de mon identité première. Donc quand surviennent, en fait ce qu'il faut refuser, ce qu'il faut ce qu'il faut gérer, c'est de faire en sorte que le repli identitaire ne soit pas un frein à notre fusion, à notre assimilation. Mais on a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger cette minorité? Tant qu'elle existe, il faut la respecter. Et ce qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut revoir dans ce pays. Hein. Parce que quand vous me menacez comme ça, quand Wafo me menace, oui, vous allez voir. Qui va voir? On va tous voir. Et on n'y a pas intérêt. On n'y a vraiment pas intérêt. Vous vous sentez donc même le code foncier, là, ça va être un problème. Hein.
et un grave problème. Donc, il faut qu'on relise un certain nombre de lois. Il faut qu'on relise un certain nombre de lois, qu'on organise notre République de manière à ce que chaque partie de cette République se sente prise en compte, se sente respectée, se sente impliquée, se sente mobilisée. Voilà ce que moi je pense. Après honorable Marlise Olabel, Serge Espoir Matomba, en quelques mots pour vous, au-delà de l'éducation que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a Célestin Benzigui qui estime qu'il y a l'échec des politiques économiques pour trouver des emplois décents à ces jeunes dans ce département du Djaïlobo et que c'est là pour lui le problème fondamental. Et parce que ceux de votre département travaillent. Je vous en prie, honorable. C'est Serge Espoir Matomba qui a la parole. La facilité voudrait qu'on assimile ce type de problème au problème économique. Vous savez, on a un problème culturel profond. Et j'insiste encore sur le problème de l'éducation des Camerounais. Vous savez, j'ai pris, n'est-ce pas, le temps et avec beaucoup de peine de rester très calme sur votre plateau en écoutant les différentes propositions qui viendraient de mes copanélistes lorsque vous avez posé la question de savoir quelles propositions pour ne plus vivre ce type de problème. Mais j'ai été surpris, des uns ont évoqué les souffrances, d'autres ont évoqué ceci. Mais dans le fond, on comprend que nous sommes beaucoup plus en train d'entretenir ce qui est en train de se passer. Parce que lorsque, au lieu d'apporter, vous avez des millions de personnes qui regardent votre chaîne et qui vous écoutent en longueur de journée. Et ces personnes veulent savoir comment ne plus vivre ce type de problème. Mais lorsqu'au lieu de leur dire ce qu'il faut, qu'on leur brandisse encore les souffrances de ceci, c'est parce que tel est riche, tel est pauvre, tel est... Ça fait un problème. Nous avons dit qu'il faut aller plus loin, monsieur Noufele. Pour moi, j'estime, et d'ailleurs nous l'avons présenté, qu'un Camerounais ne saurait naître dans une ville comme Yaoundé pour le simple fait que son père s'appelle Wafo. Et ce Camerounais grandisse à Yaoundé pour le simple fait que son père s'appelle Wafo, qu'il soit rattaché à la région d'origine de son père. Donc nous avons dit qu'il faut aller plus loin en passant du droit du sang au droit du sol. Parce que voyez-vous, ce problème autochtone, allogène, c'est un problème qui existe, qui est une réalité. Lorsque des autochtones se sentent marginalisés par un surnombre de populations qui viennent d'ailleurs, qui sont considérées en parenthèse comme des allogènes, vous comprenez que c'est un problème. Mais c'est un problème qui a déjà dans la loi, qui est entretenu dans la loi. Et c'est un problème qui peut être résolu par la loi aussi. Lorsque des uns et des autres vont vous dire non, nous sommes dans telle région, nous investissons, donc nous avons des droits. Mais attention, nous sommes en train de construire une nation dans laquelle chaque Camerounais, où qu'il soit, doit se sentir Camerounais et participer au développement de cette localité. D'où vient le fait que, parce que je m'appelle Matomba, et que mon fils soit né à Kaélé, qu'il grandisse là-bas, qu'il s'investisse, qu'il travaille là-bas, qu'un jour qu'on lui rappelle que monsieur, il faut repartir dans ta région d'origine parce que ton père était de cette région. Vous voyez? Donc il faut la même chose. Je vous en prie, Serge Espoir la parole. Allez-y, Serge Espoir. Mais non, c'est juste pour lui dire qu'on dit la même chose. Je vous ai écouté. Mais si tous les vendredis, il est dans les réunions de son père du village. Tu crois que c'est simplement... Je pense qu'il faudrait que nous commençons à penser le Cameroun pour 100 millions d'habitants et dans les 50 prochaines années. Parce que si nous essayons de résoudre les problèmes ponctuels comme c'est le cas, ce ne sera pas différent d'une route qui a un trou et puis on se dit il faut juste boucher le trou. Parce que nous allons boucher le trou, mais demain les problèmes reviendront. D'où l'importance de revoir dans notre système éducatif ce que nous allons mettre comme valeur culturelle. Parce que jusqu'à présent, M. Noufele, il y a cette identité camerounaise qui nous pose un problème. Qui sommes-nous? Nous sommes des groupuscules réunis dans des régions et qui nous réclamons d'appartenir à ces régions-là, même si notre histoire réelle, nous ne la connaissons pas. Parce qu'il faut le dire, et il faut donc avancer. Lorsque vous, je me suis souvent dit qu'il faudrait qu'on prenne un avion et qu'on embarque la plupart des hommes politiques et leaders d'opinion, qu'on les amène dans certains pays d'Afrique d'abord, et qu'on les amène ailleurs aussi en Occident, voir au moins pour 1 semaine ou 2 semaines, et qu'on les ramène au Cameroun, que nous puissions donc discuter des problèmes du Cameroun. Parce que voyez-vous, le Cameroun, comme j'aime le dire,
a besoin de tous ses fils pour se construire. Mais si nous ne sommes pas sincères, si nous ne sommes pas francs, si nous ne sommes pas honnêtes, nous allons avoir des parlementaires qui ne savent pas interpréter un projet de loi, qui ne savent pas monter une proposition de loi comme c'est dans le cas de notre Assemblée depuis de longues années. Nous allons avoir des parlementaires qui, lorsque le projet de loi arrive à minuit, à 6 heures du matin, il est validé, au détriment du bien du peuple. Nous allons avoir des personnes qui vont administrer nos différentes communautés et même nos mairies sans que ces personnes aient la capacité de pouvoir apporter le bien-être dans leur commune. Parce que voyez-vous, c'est un problème qui va revenir parce qu'on parle, on entre en plein dans la décentralisation et vous avez malheureusement des magistrats municipaux, je prends M. Wafo ici à témoin, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire pour leur commune, mais attendent d'être assistés, attendent qu'on leur transfère des compétences, attendent qu'on leur transfère de l'argent pour pouvoir faire des choses. Et pourtant, ils peuvent eux-mêmes créer de la richesse. Donc, il y a ce problème de formation, il y a ce problème d'éducation, et il faut donc avoir des élus capables de revoir ce qui nous crée des problèmes. Je suis d'accord avec vous. Sauf que si c'est pour les élus, c'est-à-dire qu'il y a des magistrats municipaux vraiment, c'est-à-dire qui sont les adeptes de la centralisation exacerbée. C'est-à-dire que dans tous les partis. Prenez ça comme vous voulez. Mais sauf que par rapport à cette notion de vivre ensemble, M. Batomba, vous n'avez pas choisi votre nom. Vous n'avez pas choisi vos parents. Mais il se trouve que par hasard, vous êtes né Matomba. Et vous êtes né d'une région. Oui. Et je dis ceci, la loi même consacre cela. Quand la Constitution dit que les Camerounais naissent égaux en droit et en devoir, c'est inscrit. Mais maintenant, il y a l'application. Et c'est justement au niveau de cette application qu'il y a cette instrumentalisation des élites. Mais oui, c'est pour ça que je dis, les thèmes comme autochtones, il faut avoir le courage de l'enlever, de parler de minorité. C'est extrêmement important. Edmond Kangia, sur les politiques publiques qui doivent être mises en place pour éviter que ce genre d'événements ne surviennent encore au Cameroun, quel est votre point de vue? Avant d'évoquer les politiques publiques, je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du problème. La racine du problème, c'est qu'il y a une stigmatisation forte de certaines communautés dans ce pays depuis le retour au multipartisme. Et on l'a vu avec tous les événements qu'on a cités, toutes les élections qu'on a citées. C'est une branche du problème. Je vous dis, c'est l'une des racines du problème. La victimisation. Je vous en prie, Madame Honorable Marlise Doualabel. Oui. Quand vous parlez, je vous suis avec beaucoup d'attention. Attention, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Permettez donc que je déroule. Il y a ce que j'appelle la politique du soupçon permanent. Le soupçon permanent, c'est ça qui va détruire ce pays. Et c'est ça qui est au cœur du tribalisme. Et les populations, les ressortissants de l'Ouest, les ressortissants de Grassfield en général, et les populations bamileke en particulier, sont victimes du soupçon permanent dans ce pays. J'ai dit depuis le retour au multipartisme. C'est visible. On l'a cité dans le cadre des élections de 92 à nos jours. C'est toujours les ressortissants de Grassfield en général et les bamileke en particulier. Je dois le dire enfin. À un moment donné, c'est dangereux ce discours, hein, Doualabel a dit que les événements de Saint-Minima, il ne faut pas trop amplifier. J'ai dit il faut mettre le doigt dans la plaie. C'est parce qu'on a continué avec la politique de l'autruche dans ce pays que les problèmes reviennent sans récurrents et on arrive toujours à stigmatiser les mêmes communautés qui sont toujours des boucs émissaires. Il faut que ça cesse. Quand je le dis, les faits sont réels. De 92 à nos jours, depuis qu'il y a eu toutes ces élections, c'est toujours les Bamileke, c'est toujours les Bamoun. Pourquoi ce sont toujours ces mêmes communautés? Et je dois dire, et ça c'est des faits qui sont réels et qui se passent à l'intérieur du RDPC. Des ressortissants de l'Ouest sont stigmatisés. Des hommes d'affaires au sein du RDPC, ils sont soupçonnés de manière permanente. Ils sont victimes de situations, je vous assure, difficiles. Beaucoup n'en parlent même pas. On les accuse pour beaucoup de financer l'opposition. Mais ça, c'est la moindre des choses. On les accuse du pire parce qu'ils sont bamileke. Et je vais vous dire, l'un des faits récents qu'on a débattu sur ce plateau, c'est l'affaire Congelcam. Son PDG est sénateur du RDPC. Les ressorts de ce dossier, c'est parce qu'il est bamileke. Il faut que la politique du soupçon cesse dans ce pays. C'est le soupçon permanent qui détruit ce pays. Et l'Église catholique, en 1996, a sorti un document que je vous invite à lire.
un document important pour condamner et mettre fin au tribalisme au Cameroun. Ils appellent les citoyens camerounais à accepter l'autre comme son prochain. Parce que s'ils sont des fidèles chrétiens, pour ce qui concerne les chrétiens, tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer ton prochain, quelles que soient ses origines. Dieu est amour. Ton prochain est ton propre frère. Ton prochain est ta sœur. Et l'Église catholique, dans le document qu'ils ont sorti en 1996 contre le tribalisme, c'était déjà la première réflexion, parce qu'il y en a eu d'autres, qu'ils ont faites pour dire non au tribalisme, parce qu'ils ont vu entre 92 et 96 les dégâts collatéraux du tribalisme dans la vie politique au Cameroun. Maintenant, sur les propositions que je formule, il faut légiférer contre le tribalisme. Il faut un projet de loi ou une proposition de loi qui soit débattue au Parlement contre le tribalisme et qui ait des sanctions, qui ait un décret d'application pour sanctionner tous ceux qui, dans les médias, sur la scène publique, dans l'espace public, promeuvent les discours de haine, les discours haineux et tribaux. Parce que c'est ça qui anime la politique du soupçon. C'est ça qui anime et entretient le tribalisme. On a vu les dégâts et les conséquences des messages de certaines élites du Sud dans leur propre région, y compris dans le département d'origine de Paul Biya lui-même. Si j'étais à sa place, j'aurais honte. Oui. J'aurais honte. Ça, c'est vrai. Que ce soit dans ce département d'origine, que se passe au lendemain d'un grand dialogue, qui est censé être le dialogue qui permet de retourner à la paix, à la réconciliation nationale, que ce soit chez lui-même. Quand ça se passe ainsi, ça fait mal. Il faut légiférer contre le tribalisme. Il faut que le chef de l'État, qui est le président de la République, parce que sa principale mission, c'est de veiller au respect de la Constitution. Et la Constitution le dit. Tous les Camerounais, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il n'y a pas de citoyens au-dessus de la loi. Ils naissent égaux en droit et en devoir. Bien sûr, c'est le premier article d'ailleurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui fait partie des documents, des conventions et traités que le Cameroun a ratifiés. Il faudrait que le chef de l'État veille au respect de la Constitution. Ouais. Il n'y a pas de citoyen au-dessus de l'autre. Vous ne pouvez pas du tout. Il ne peut pas avoir des régions où certains citoyens peuvent se permettre de vandaliser les biens, physique de Camerounais sans être interpellé, sans être jugé. C'est inadmissible dans une république. C'est inadmissible dans un état de droit. Je le dis et c'est important. Sans vouloir stigmatiser une communauté, personne qui commet un acte doit être interpellé. Tout à fait. Je suis d'accord. Mais ce que je voudrais dire, Edmond, c'est que je trouve un peu votre discours, je dirais un peu exagéré, parce que je me souviens encore il y a quelques années de ce qui s'est déroulé à Obala. Vous vous rappelez, vous avez une bonne mémoire. C'était soi-disant les nordistes contre les personnes de la localité. Oui, là, il ne s'agissait pas des Bamileke. J'ai dit ici, et j'insiste, le problème de Sarmelima n'est pas un cas particulier. Il n'est pas nouveau non plus. Oui, il n'est pas nouveau. Ça se répète. Je suis d'accord. Il faut des leçons, il faut une thérapie des leçons pour que ça s'arrête complètement. C'est ça. Il faudrait que nous tirons des leçons pour que ça s'arrête et que nous puissions avoir, n'est-ce pas, appliquer des solutions pour ne plus vivre ce type de problème. Parce qu'on peut vivre ce type de problème dans toutes les régions. Non, monsieur, montrez-moi un seul exemple à l'ouest où il y a ce cas, du tribalisme. Je compte ça n'existe pas. Monsieur Jean-Robert Waffo, ça n'existe pas. Sans vouloir stigmatiser une communauté dans le cadre de cette émission, nous allons pouvoir avancer afin d'évoquer également la situation dans deux autres régions du Cameroun qui retiennent particulièrement l'attention des Camerounais, de la communauté nationale et internationale. Il s'agit de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. 2 semaines après le grand dialogue national, l'Union européenne constate qu'il y a encore des crimes qui sont commis, qui se généralisent, une situation des droits de l'homme qui s'aggrave. Jean-Robert Waffo, vous étiez, votre parti politique était bel et bien représenté à ce grand dialogue national. 2 semaines après cet événement, au moment où le chef de l'État a promis la mise en application de ces recommandations dans la mesure du possible, comment expliquer qu'aujourd'hui, sur le théâtre des événements, il y a la multiplication des violations des droits de l'homme et ces violences meurtrières qui se multiplient également? C'était prévisible. Parce que le SDF, avant d'aller au grand dialogue, avait énuméré un certain nombre de points qu'on a appelés des positions préliminaires. Ce n'étaient pas des positions de principe.
C'était pas des conditionnalités. Et si on avait, et si Yaoundé avait acté cette position préliminaire du SDF, on n'en serait pas là. Entre nous, nous avons demandé qu'on libère, n'est-ce pas, tout ce qui était incarcéré dans le cadre de la crise anglophone. On a même vu tout un manchot BBC appeler du fond de sa prison le retour à l'école. Qu'en a-t-on fait? On a libéré les gens, on l'a maintenu en prison. Parce que j'estime, et ça, ceux qui ont observé les conflits ailleurs, déjà les conflits en Colombie, par exemple avec les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, un peu partout, on ne met pas fin à un mouvement sécessionniste ou indépendantiste en décapitant ses leaders. On a libéré ce qu'on pouvait libérer. On a présenté les gens au grand dialogue. Je suppose que c'était comment on appelle, les ex-combattants, comme on les a appelés. Mais on s'est rendu compte que ça n'a pas fait baisser la tension sur le terrain. Tout simplement parce que Yaoundé a refusé d'acter l'essentiel. Dans ce grand dialogue, il y a 8 commissions. Cette commission a fait un travail remarquable. Mais la commission centrale, qui devait déclencher la mise en œuvre rapide, n'est-ce pas, d'un retour à la paix, n'a pas travaillé comme il se devait. Il y a eu un statut spécial qui a été accordé aux 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nos compatriotes anglophones se sont battus contre ces faucons qui étaient dans ce régime, c'est-à-dire les anciens, dans cette commission, les anciens ministres, les ministres en fonction, les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire ceux-là même qui ont fourni des cartes faites pour que la décentralisation prenne corps depuis 1996. Mais ils ont résisté, ils ont obtenu un statut spécial. Mais si on n'était pas au fédéralisme, je vous assure, les choses se seraient davantage calmées dans ces 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Monsieur Sédine Moufele, il faut qu'on le dise aux Camerounais, c'est là où tout a buté. Le statut spécial, oui, mieux vaut 1 que 0, c'est tout à fait normal. Mais je dis les faucons, et je ne comprends pas pourquoi le fédéralisme fait peur. Voyez-vous, on se retrouve dans une situation où vous travaillez à Equinox, on vous dit vous avez un salaire de 300 000 francs le mois, on vous dit on va diminuer vos charges, c'est-à-dire que le volume de votre travail, et vous allez obtenir le même salaire, et vous refusez. Si vous refusez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Parce que l'idéal serait que on diminue, n'est-ce pas, le volume de mon travail et qu'on maintienne mon salaire. Quand on dit le fédéralisme, ça veut dire quoi? Yaoundé ne sera plus le centre de tout. Pourquoi les gens refusent? Ils refusent Moufele, monsieur Moufele. Il faut qu'on le dise au Camerounais parce qu'ils ont transformé, comme je l'ai dit tantôt à l'entame de cette émission, la masse financière de l'État centralisé dans ma main nourricière. C'est de ça qu'il est question. Quel est ce pays qui, durant 26 ans, parce que la Constitution, c'est la Constitution de 96, durant 23 ans, avec ce système hyper centralisé, hyper présidentialisé, ne parvient même pas encore à fabriquer les cure-dents. Et qui refuse, n'est-ce pas, que le pouvoir aille de la périphérie du centre vers la périphérie. La fédération, ce n'est pas la sécession. Permettez-moi, même s'il faut que je n'en parle, que je ne parle plus après. La fédération, ce n'est pas la sécession. La fédération veut dire quoi? Ça veut dire que Yaoundé s'occupe uniquement des domaines de souveraineté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la diplomatie, la défense, la justice constitutionnelle, la monnaie, les normes nationales et tout le reste, ainsi que les grands chantiers nationaux et tout le reste est reversé, n'est-ce pas, aux États fédéraux. Alors si vous voulez, puisque le thème d'un fédéralisme vous exècre tant, mais pourquoi ne pas avoir accepté qu'il y ait tout au moins dans un début, donc dans un départ, pour un nouveau départ, une régionalisation avec une large autonomie des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que ce que je veux dire, là où il y avait un agenda, et vous pouvez demander à ceux qui étaient dans les commissions éducation et justice. Là, on voulait harmoniser le système éducatif. Oui. C'est-à-dire que, oui, je le dis, et on voulait harmoniser le système judiciaire. Le bâtonnier, l'excellent maître Charles Tchunga est témoin. Il est témoin. Ils ont voulu harmoniser. Et au niveau de l'éducation, c'est un membre de la diaspora qui a dit, vous voulez harmoniser pourquoi? Vous qui êtes assis là, vous les ministres, vous les hauts fonctionnaires, vos enfants fréquentent dans quel sous-système? Dans le sous-système anglophone. « Pourquoi vous voulez à tout prix harmoniser ?» C'est ça dont je dis ceci.
Madame le député, je dis, vous êtes membre, donc vous êtes membre d'un parti politique qui a pour président de la République, donc qui a pour président le chef de l'État. La prochaine session parlementaire, s'il n'y a pas de loi qui arrive, s'il n'y a pas de modification constitutionnelle qui arrive, j'ai bien peur qu'il y ait une déflagration de très forte amplitude. Nous avons vu les images dans les réseaux sociaux de l'installation du préfet à Kumbo, à Bui. Il n'y avait pas de population, contrairement à ce que les gens passent le temps à écrire à Yaoundé. Vous avez, par le passé, dit qu'il y avait déjà le dialogue, avant même le grand dialogue national. J'ai passé le temps à dire qu'on ne délègue pas la fonction présidentielle en situation de crise. Le président de la République a compris. Il a parlé aux Camerounais. Le grand dialogue a été convoqué. Vous avez biaisé le grand dialogue au niveau de la commission décentralisation. Je dis ceci. Ce que le président de la République, une fois de plus, comprenne les choses, c'est lui qui est en jeu dans ce qui se passe au Cameroun. S'il ne fait pas le saut qualitatif, parce que je me suis attendu que immédiatement après le grand dialogue national, qu'on convoque le Parlement en session extraordinaire ou alors en congrès. Et alors ça fait implémenté, on ne va pas faire bien au contraire. Bien au contraire. Que ce grand dialogue, bien au contraire. Ils ont plutôt procédé à la nomination des préfets dans ces deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, alors qu'on sait très bien que nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest considèrent les préfets comme le symbole achevé du jacobinisme, c'est-à-dire de l'État central, dans un État fortement centralisé, et ils considèrent ça comme une provocation. Donc je dis, le président de la République, j'espère qu'il va encore semer les faucons qu'il y a autour de lui en faisant des vraies propositions. Cela fait justement 2 semaines que ce grand dialogue s'est tenu. Permettez à l'honorable Marlise de vous en prier. Permettez à l'honorable Marlise Olabel de pouvoir réagir. Il y a une session parlementaire qui est prévue officiellement en début novembre 2019, mais vous avez suivi Jean-Robert Wafo, d'aucuns s'attendaient à une convocation du Congrès, convocation d'une session extraordinaire pour rapidement mettre sur pied la recommandation qui a été formulée. Cela fait 2 ans et demi qu'il y a la guerre dans ces régions anglophones, cela fait 3 ans qu'il y a une crise qui a provoqué de nombreux morts, plus de 2000 morts, avec 530 000 déplacés internes, 42 000 réfugiés, selon les chiffres des Nations Unies. Pourquoi, 2 semaines après ce grand dialogue, les recommandations n'ont pas encore été appliquées? Permettez-moi de dire d'abord merci à M. Kamgia, qui a permis à ce que on découvre le vrai fond de la lutte autour de l'autochtonie et de la protection des minorités. Là, il a été clair, je pense que tous les spectateurs ont compris que cette bataille-là n'a qu'un objectif, faire lever ce verrou qui protège pour que la minorité que je représente, que j'ai l'honneur de représenter ici, soit négligée. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux de se considérer comme victime. Vous ne vous êtes pas vu, hein? Mais quand vous allez regarder l'émission, vous allez vous revoir. J'assume mes propos, madame. Voilà. Et vous allez voir à quel point vous êtes affecté et à quel point ça vous prend par les tripes. Mais moi, je vous dis, redescendons tous. Parce que ce n'est pas avec cette disposition d'esprit que nous allons faire ensemble. Deuxièmement, M. Matomba, si vous faites votre enfant à Kaélé, et que tous les dimanches ou tous les lundis, il s'assoit dans les réunions du village pour fabriquer un vrai Matomba à Kaélé, alors on n'est pas en train d'aller vers la nation camerounaise. Je suis d'accord. La liberté d'association, c'est quoi? Excuse-moi, s'il te plaît. L'association a une raison d'être. Si cette raison d'être est l'autochtonie, alors c'est qu'on s'est trompé. Je dis, monsieur Matomba, si nous voulons fabriquer le citoyen camerounais, ça veut dire que monsieur Wafo, qui est né ici à Nyoubé, à Douala, doit participer au Ngondo. Oui, il doit mettre le pain. Non, il y a la liberté d'association. Non, pas du tout. Non, nous sommes sur le cas de la crise en non, mais c'est cette crise nationale qui s'est tenue. Mais cette crise-là, oui, alors quand tu fais partie, alors quand tu n'y vas pas, tu es considéré comme ce que tu es, tu es un halogène. Point barre.
Maintenant, on continue. C'est pas une liberté d'association. Je vous en prie, on avance dans le débat. Honorable Marlise à la parole. Jean-Robert Wafo. Bon, maintenant que j'ai mis les points sur tous les i, je vais pouvoir continuer 0 point. pour dire que, premièrement, je pense que le débat vient de se terminer. Ça fait 2 semaines. Nous sommes tous des managers ou quelque chose qui ressemble à ça. Ça veut dire que pour arriver à organiser une session extraordinaire, ça prend une préparation. Si la session extraordinaire n'est pas arrivée, la session ordinaire est prévue. Et dans le cadre de cette session ordinaire, on peut très bien statuer sur un certain nombre de recommandations devenues résolutions. En plus de la loi de finances. Donc, alors, écoutez, on fait avec ce qu'on peut. En plus de la loi de finances. Mais on ne va pas vous faire plaisir en bâclant le travail. Il ne s'agit pas non plus de bâcler le travail. Non, laisse les gens qui travaillent faire. Toi, tu es... Laisse les gens qui travaillent faire. Donnons-leur le temps de préparer les documents qui seront le président de la République a annoncé le grand dialogue le 10. Et à la fin du mois, le grand dialogue s'est tenu. Je vous en prie, l'honorable Marlise à la parole. Oui, honorable, allez-y. Voilà. Je peux parler? Vous avez la parole, allez-y. J'étais en train de dire avec honnêteté que une fois, il y a environ, si on fait en moyenne 5 recommandations par commission, on tourne autour de la 40aine. Donc j'imagine qu'il y en a qui sont plus urgentes que d'autres, qui devront être implémentées avant les autres, mais qui devront aussi être légiférées. Et si ça passe par le Parlement, il faut que ça se prépare. Alors donnons-nous du temps. Ça va se faire. Le président de la République ne peut pas avoir convoqué ce dialogue qu'il considère comme un instrument efficace pour lui, pour nous ramener à un niveau acceptable de la paix et de l'harmonie dans notre pays, et ne pas prendre à cœur la traduction de ces résolutions en loi. Mais après combien de temps? Alors, mais toi, tu es pressé pourquoi? Il y a les partenaires... Tu veux retourner au village? Honorable Marlise de la Belle, il y a les partenaires du Cameroun, parmi lesquels l'Union européenne et les États-Unis, qui estiment qu'il faut aller plus loin que ce dialogue qui s'est tenu à Yaoundé, estimant qu'il faut un dialogue inclusif avec toutes des parties prenantes, notamment les leaders des groupes armés, la société civile et les populations elles-mêmes. Comment avez-vous pris cette invitation, cette recommandation, cette suggestion de la Communauté nationale concernant le dialogue inclusif au Cameroun? Tout simplement comme des avis. Mais personne ne gère le pays de l'autre. Aucun d'eux n'accepte qu'on vienne lui dire comment gérer sa République. Ils ont donné des avis. Je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd qui saura quoi prendre et ne pas prendre. Mais pour l'instant, nous avons déjà eu un débat, comme disait Monsieur Wafo, qui a quand même produit du travail. Il y a du travail sur la planche. Il y a des recommandations, mais il faut l'implémentation. Voilà, il y a des phases de recommandations. Je vous en prie, Jean-Robert. Honorable, on ne va pas convoquer le Parlement en le grand débat n'a pas accouché d'une souris, il a accouché d'un éléphant. Maintenant, il faut dépecer l'éléphant. J'ai compris. Maintenant, avec Adamo Koupit, sur cette crise anglophone qui a un impact sur 2 régions principales, à savoir le littoral et la région de l'Ouest. On a pu le voir avec ces déplacés internes, cette crise humanitaire qui s'aggrave selon les Nations Unies, et l'Union Européenne et même les États-Unis. Comment appréciez-vous que 2 semaines après ce grand dialogue national, que les recommandations qui ont été formulées n'ont pas encore été implémentées, en dehors de la libération de 333 prisonniers interpellés dans le cadre de la crise anglophone? Alors, je dois dire tout simplement que, comme d'habitude, le RDPC qui impulse la politique du président semble toujours avoir le temps. Mais cette fois-ci, ils oublient que ça urge. Parce que nous nous attendions à ce qu'on aille au pas de course. Le grand dialogue n'était pas la solution à la crise, c'était un moyen efficace de trouver des solutions consensuelles pour le retour d'une paix durable dans ces 2 régions. Et c'est comme ça que nous avons conçu cela. Lorsque nous partions, je dis que j'ai travaillé dans cette commission de décentralisation du développement local, ce n'était pas aussi facile, mais nous n'avons pu. Mais Wafos, il n'y avait pas que les anglophones qui défendaient cette position. Ce n'avait pas été facile déjà d'ouvrir le débat sur la forme de l'État. Vous savez qu'au départ, on était hostile, on ne voulait pas en parler. Donc on a dû faire tout ce que nous avons comme capacité intellectuelle et politique pour arriver à l'ouverture du débat sur la forme de l'État
Et nous étions nombreux, donc très nombreux, à vouloir le retour au fédéralisme, tout au moins à la régionalisation. Mais on a été buté à ce mur des responsables du RDPC. Donc quand on arrive au statut particulier, c'était pour nous non seulement la solution médiane, mais une ouverture des négociations directes entre le président de la République et les principaux concernés. Et nous avons été un peu surpris de voir que les mesures de décrispation, d'apaisement, ne soient pas élargies à la libération des leaders comme les Mancho Bibici et Ayoub Tabé, parce que c'était attendu à ça. Si on ne l'a pas fait à l'entame de la crise, nous attendions à ce qu'on fasse comme on avait fait en 91, c'est-à-dire qu'au terme du dialogue, on libère ces gens-là pour les crisper. On a libéré les gens en maintenant des leaders, c'est déjà une faute. La deuxième chose, c'est que les recommandations, et on a voulu... Mais c'est déjà quelque chose quand même. C'est déjà quelque chose. C'est quelque chose. Nous saluons, effectivement, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose, mais il fallait aller au-delà. Maintenant, on a refusé que le grand dialogue soit comme la tripartite, à savoir que ça accouche des résolutions. Ouais. On a voulu que ce soit des recommandations, et les recommandations supposent qu'on envoie à celui qui avait initié le dialogue, et c'est à lui d'apprécier et de valider. C'est quand il aura apprécié et validé qu'on verra qu'est-ce qui va prendre le chemin du Parlement pour être transformé en loi, qu'est-ce qui va prendre la voie réglementaire pour faire accoucher, n'est-ce pas, des décrets et autres. Donc, mais on a l'impression que le président de la République ne prend pas suffisamment conscience du fait qu'on n'a pas du temps à perdre dans la gestion de ce dossier. Regardez ce qui se passe sur le terrain. On n'a même pas l'impression qu'on prend des mesures de nature à encourager ceux qui laissent qui jettent les armes et faire donc leur sécurisation, leur prise en charge soit un motif de sensibiliser les autres à les suivre. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Patrick Polycarpe qui a été présenté dans la vous avez et ensuite retrouvé assassiné. Donc pour nous, à l'Union démocratique du Cameroun, il faut que ça soit clair. Lorsque nous partions, le président Damjoya nous a dit: n'allez pas au grand dialogue étant focalisé sur la modification de la Constitution ou de quelque loi que ce soit. Allez à ce dialogue avec la principale préoccupation de trouver les solutions aux problèmes posés, c'est-à-dire la crise qui est là, et dont l'objectif est le retour de la paix. Et donc ce sont les solutions pertinentes trouvées au problème de la paix, de la violence, qui pourront nous dire s'il faut modifier la Constitution ou il faut modifier les lois ou pas. Mais le RDPC est venu avec un blocage institutionnel pour dire non, la Constitution est là, le président a fixé le cadre, il faut travailler dans le cadre de la Constitution. Comme si on trouvait que le problème avait ses origines dans la Constitution, il fallait sacrifier la paix pour le maintien de la Constitution. D'où moi personnellement j'avais posé la question à eux de savoir pourquoi nous sommes là. Sommes-nous pour une Constitution au détriment de la paix ou sommes-nous venus pour la paix qui peut nous donner la Constitution? Et c'est ça le problème. Parce que Adamo Koupit, qu'attendez-vous du président de la République aujourd'hui? Ce que nous attendons du président de la République, nous l'encourageons, nous le félicitons déjà d'avoir pris les honorables Malise Doualabel de court, n'est-ce pas, en donnant raison à l'opposition, en convoquant ce grand dialogue. Donc nous le félicitons. Parce que s'il écoutait sa famille politique, il n'aurait pas fait. Et donc, deuxième chose, nous lui disons, il faut aller de l'avant. Parce que il ne faut pas leur donner raison. Il ne faut pas donner raison aux collaborateurs du président de la République qui font tout aujourd'hui pour torpiller, pour freiner l'implémentation des résolutions du grand dialogue, à l'effet de donc montrer que nous on avait dit que ça ne servirait à rien, alors ça n'a servi à rien. Il faut donc que le président aille au pas de course dans l'implémentation de ces recommandations. Et l'implémentation signifie quoi? Il y a d'abord la validation des recommandations pertinentes. Ensuite, il y a l'ouverture du dialogue direct avec les leaders séparatistes en ce qui concerne le contenu du statut particulier. Parce que pour nous, le contenu du statut particulier est à moitié rempli. À moitié rempli au sortir du grand dialogue. Parce qu'on a dit là-bas, qu'est-ce qu'on a dit au grand dialogue? On a dit par exemple que dans ces deux régions, il y aura la véritable démocratie où on n'aura plus un État jacobin qui impose tout aux populations sur le plan local. On aura des gouverneurs élus, on n'aura pas de préfets, on aura tout simplement des maires qui exercent une fonction municipale locale, une fonction publique municipale locale, où les délégués d'arrondissement et autres seront déversés
sous l'autorité du maire. Il y aura également sur le plan éducatif l'élection des recteurs. Les recteurs des universités là-bas ne seront plus nommés par les Yaoundé. Ils seront élus par un collège de leur père. Et c'est donc ça qui est maintenu. Le maire Wafo a parlé du maintien du système scolaire anglo-saxon. C'était déjà ça. Et le maintien du common law, c'était déjà ça. Maintenant, il reste donc que le président remplisse l'autre moitié. En remplissant l'autre moitié, ce n'est pas de s'asseoir à la présidence et le faire. Il ne faut pas croire que les Camerounais sont dupes. Des négociations sont en train de se faire avec Ayoub Tabé. Justement. Et donc, il faut qu'il aille de l'avant avec Ayoub Tabé et les autres leaders séparatistes pour donc trouver de manière consensuelle ce qui va rentrer pour donner un contenu plein au statut particulier. Et quand on aura cela, le président pourra donc convoquer... et 2 semaines après ce grand dialogue national, il y a la communauté, la communauté internationale qui met la pression sur le gouvernement camerounais. Edmond Kangia, comment expliquez-vous cette position de l'Union européenne, des États-Unis, qui appelle à un dialogue constructif, un dialogue plus inclusif, en prenant en compte toutes les parties prenantes pour trouver des solutions pertinentes à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Les partenaires internationaux, les bailleurs de fonds, les amis du Cameroun et toutes les autres institutions internationales qui ont réagi à travers les États-Unis et l'Union européenne nous ont fait des suggestions. On fait des suggestions au gouvernement camerounais sur la base du travail qui a été fait au niveau du grand dialogue national. Ils estiment qu'il faut aller plus loin dans le processus pour renforcer les acquis en réalité. C'est-à-dire ne pas se contenter des recommandations qui ont été formulées au grand dialogue national, mais aller plus loin. Plus loin signifie quoi? C'est vrai qu'il y a eu un malentendu sur la question de aller plus loin. Parce que certains estiment que le fait de demander un dialogue plus inclusif, ou un dialogue inclusif, ou alors de poursuivre le processus amorcé, signifierait qu'il faut ouvrir encore un autre grand dialogue avec tout ce que cela comporterait comme frais à dépenser et tout. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de continuer le travail qui a été commencé. C'est ça. Et comme l'a dit Adamo Koupi tout à l'heure, il s'agit principalement des points sur lesquels il y a encore du travail à faire. Le premier point, c'est faire appliquer les recommandations pertinentes du grand dialogue national. Le deuxième point, c'est amorcer les négociations directes avec les leaders sécessionnistes. Comme le SDF avait demandé. Tout à fait, les leaders sécessionnistes. Parce que cette partie n'a pas été amorcée. Et on se souvient que Ayoub Tabé et ses amis, depuis plusieurs mois, avaient demandé qu'ils sont prêts à dialoguer, qu'ils sont prêts à la négociation. Donc c'est l'occasion de l'associer, lui, Ayoub Tabé et ses amis, mais également ceux qui sont dans les forêts, qui sont en brousse, ceux-là qui sont, j'allais dire, reçoivent l'ordre des donneurs d'ordre de la diaspora. Et c'est l'occasion encore de dire, par rapport aux donneurs d'ordre de la diaspora, qui n'ont pas pu venir, parce que leur sécurité n'était pas totalement garantie. Si on veut qu'ils viennent pour que le débat se fasse au Cameroun, il faut bien qu'à l'Assemblée nationale, qu'il y ait une loi d'amnistie générale pour leur permettre de venir. Mais si on ne peut pas passer par la loi d'amnistie, qu'on aille donc vers eux, discuter, négocier avec eux, pour pouvoir trouver en réalité les éléments qui permettent de consolider ce que au grand dialogue on a appelé le régime spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que le débat aujourd'hui, c'est le contenu à mettre dans le régime spécial. Le contenu, il est vrai, le document a été confié au chef de l'État, mais il ne pourrait pas faire un décret là-dessus s'il n'a pas associé les sécessionnistes à la négociation. Parce que vous le voyez, depuis le grand dialogue, il y a des lockdowns, il y a des ghost towns qui continuent. Pour que cela ne continue plus, il faut discuter de manière directe avec eux. Serge Espoir Matomba, que faut-il faire pour aller vers une résolution durable et un retour à la paix définitif dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudra déjà que chaque Camerounais participe, n'est-ce pas, à la construction de la paix et à la consolidation de la paix. Parce qu'à entendre certains, on a l'impression que si le gouvernement ne fait pas, alors on laisse pourrir la situation. On a pu constater que depuis des années, nous avons d'abord appelé à ce dialogue. Il a tardé, n'est-ce pas, à arriver. Mais ce n'est pas pour autant que nous nous sommes dit qu'il ne fallait rien faire. Parce que quand j'écoute, j'entends, je me questionne encore, et j'ai ici évoqué mes craintes. Mais je veux dire ceci, nous savons aujourd'hui par qui nous sommes dirigés ou gouvernés dans ce pays. Ça veut dire que si nous continuons à croire que
toutes les solutions, ou alors les solutions pour le bien-être des Camerounais viendront de ces derniers, nous attendrons longtemps. Je voudrais dire ici, parce que, et ça c'est très grave, ce que parce qu'on a l'habitude de dire des choses dans des médias, et on a surtout des enfants et des personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, qui croient en ce que nous disons. Lorsque M. Wafo dit que dans la commission de l'éducation, le gouvernement est venu avec un agenda pour harmoniser les systèmes, je vais lui dire, M. Wafo, excusez-moi d'utiliser ce terme, ce n'est pas vrai, parce que j'ai fait partie de cette commission. Le gouvernement est venu pour maintenir les deux sous-systèmes. Nous avons fait la proposition d'harmoniser les sous-systèmes. C'est le contraire qui s'est produit dans ces sous-systèmes. Et ils ont essayé de nous démontrer que le système éducatif au Cameroun est le meilleur. Donc nous avons essayé de démontrer, c'est par là que il y a eu quelques concessions qui ont été faites. J'ai fait partie de cette commission, donc je ne peux pas admettre qu'on vient dire que voilà ce qui s'est passé dans une commission et pourtant j'étais présent. Je vais aller plus loin. Permettez-moi. En 2 mots, je vais aller plus loin. J'ai l'habitude de dire que nous sommes réduits à une politique d'assister dans ce pays. Je pèse mes mots. Nous sommes réduits à une politique d'assister. Nous avons des entrepreneurs au Cameroun, monsieur Nufele. Et c'est d'ailleurs un des points sur lesquels je m'appuie tout le temps pour dire nous avons besoin d'inciter les gens dans l'entrepreneuriat à s'investir directement, pas à attendre du gouvernement. Lorsqu'on fait une déclaration comme à savoir qu'au Cameroun, nous n'avons pas une industrie qui fabrique les cure-dents. Qui doit fabriquer ça? C'est le gouvernement. Il y a des entrepreneurs. Chacun priorise le secteur. Les conditions permettent uniquement l'importation. Les conditions permettent uniquement l'importation et ne permettent pas la création d'entreprises sur place. Je suis désolé. Il faut dire que je suis désolé. Pour créer, les conditions ne sont pas assez favorables. Je suis d'accord, monsieur Wafo. Mais alors, on ne va pas créer une condition spéciale pour créer une entreprise de cure. Je suis désolé, Jean-Robert Wafo, je vais vous dire, permettez à ces espoirs de s'exprimer. Non, nous avons une responsabilité. Je n'ai pas gouverné. Écoutez, je vous en prie, je ne suis pas en train de parler. Ce que je dis, je vais le dire. Ce que je dis et ce que je vais redire, c'est que nous ne pouvons pas croire que tout viendra du ciel si nous ne nous levons pas. Il s'agit de cela. Si nous ne faisons rien, si nous sommes arrêtés. Je vous en prie, c'est l'espoir, ma nation. Lorsqu'on se lève, monsieur Wafo, lorsqu'on décide d'importer les marchandises, c'est l'État qui nous donne de l'argent. Mais que l'État régule. Lorsqu'on décide d'importer les marchandises uniquement, c'est l'État qui nous donne. Non, apprenons à produire au Cameroun et à consommer des produits camerounais. Mais attention, non, monsieur, il n'y a pas de régulation. Jean-Robert, c'est l'espoir, ma tomba, je vous en prie, messieurs. Permettez d'abord que je ressente ce débat. Nous sommes sur le cadre de la crise anglophone. Et il y a le professeur Jacques Famdongo, qui est secrétaire national de la communication du RDPC, qui a dit qu'il faut 3500 milliards pour pouvoir aller pour régler cette crise anglophone. Dans le contexte actuel, pour la reconstruction, dans le contexte actuel, avec le budget du Cameroun, avec les multiples crises économiques et les défis qu'il faut relever sur le plan sécuritaire à l'extrême nord, dans les régions du nord au sud-ouest, à l'est du pays, le Cameroun a-t-il ses moyens pour aller vers une reconstruction de ces régions? Je pense que le Cameroun peut trouver les moyens s'il a envie de résoudre ce problème. Le Cameroun ne manque pas les moyens. Ce qu'il manque, c'est la volonté et la qualité des hommes qui doivent conduire à la reconstruction. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Ça a été bien compris. Jean-Robert Wafo, 3500 milliards de francs CFA pour reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Dans ce contexte politique, ça représente environ le 3/5e, sinon l'essentiel du budget camerounais, qui est à 5 000 milliards pour l'année 2019, 3500 milliards. Pensez-vous que ce budget peut être inscrit lors du projet de loi de finances qui va arriver bientôt sur la table des parlementaires? Il peut avoir un programme triennal dans le cadre du remboursement de cet emprunt qui sera donc de ce montant qui sera certainement contracté auprès des bailleurs de fonds. Et bon voilà, une fois de plus, je dis, pourvu que ça se passe dans la transparence totale et que les Camerounais sachent exactement ce qu'on est en train de faire avec ces 3500 milliards de francs CFA, sinon on rentrera dans le même gouffre dans lequel nous voulons
nous espérons sortir. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? Quand on parle de ces 3500 milliards de francs CFA, ce n'est pas le Camerounais lambda qui a cherché ces 3500 milliards de francs CFA. Ce sont ceux qui nous gouvernent. Alors dire aux Camerounais que pour l'implantation des entreprises et tout, que non, nous on doit tout prendre en main, les Camerounais se prennent déjà suffisamment en main. Ils se prennent suffisamment en main. Ce n'est pas eux qui détournent de l'argent. Je suis d'accord, c'est pas eux qui détournent. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est pas eux qui empêchent que la caisse de dépôt de consignation, qui a fait l'objet d'une loi, donc d'une loi en 2008, ne soit pas encore mise sur pied. C'est pas eux qui, n'est-ce pas, détournent l'argent des salaires fictifs. C'est pas eux, M. Batomba. Ce sont les Tchadiens. Je vous en prie. Ce sont les Tchadiens. Non, je suis désolé, M. Wafo, je ne vais pas vous permettre ça. Je ne vais pas vous permettre ça. Je vous dis, si nous continuons, je dis, c'est d'être un doux revers. Le poisson pourrit toujours par la tête. Je suis connu. Je suis d'accord. Merci, monsieur. Ne pas de nos responsabilités. Merci, monsieur. Mesdames, messieurs, c'est la fin. Simplement assister. C'est l'espoir. Matomba, je vous en prie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, honorable Marlise Doualabel du RDPC, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, merci, monsieur Matomba, de nous avoir dit ce débat passé. Merci également à vous, messieurs, Adamou Koupit, c'est l'espoir d'avoir participé à ce débat. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.